Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Il pleut dans la ville, mais il ne pleut pas dans nos cœurs. Mais si jamais il pleuvait dans votre cœur, eh bien nous allons vous dire courage. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce vendredi 21 août de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. La dernière édition de cette semaine. Vous connaissez d'ailleurs le principe de cette émission. On espère être avec vous tout au long de cette matinée. Les deux mousquetaires sont là malgré la pluie. Et il ne faut pas également oublier, j'espère, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alain Diok, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Vous voyez, non, on a bravé la pluie et nous sommes là. Ben, il faut toujours braver la pluie, hein. Faut pas croire que la vie est si facile que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes là pour servir les téléspectateurs. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien, merci. Bon, en tout cas, le week-end commence sous la pluie. Ça ne veut pas dire qu'il sera toujours aussi pluvieux tout au long du week-end, hein. On espère que... On espère bien. Il y aura un peu de soleil. Peut-être. Et un peu de soleil également dans la vie de nos téléspectateurs. Magavenachus, good morning. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. Je sais que le soleil ne brille pas. Ben, il faut le dire, hein, c'est la pluie. Actually, Steve, you know, Douala City dwellers should not be surprised with this kind of rain because we've been expecting it since at the beginning of the month of August, and we are actually already close to 3 weeks into the month of August. Actually, today is the 21st. So I think that this rain has been long overdue, so we just have to know that with the rain, life has to continue. J'espère seulement que vous allez bien. Steve, I'm fine. En tout cas, nous tous nous sommes très mouillés ce matin, mais bon, cela ne nous empêche pas de faire notre travail. Et surtout, nous sommes là pour les autres. When duty calls, we have no choice than to obey. Ben, vous avez tout compris. J'espère que vous vous rappelez de cette chanson qu'on appelle Rain, Dance in the Rain. I must dance in the rain. Yes. I have a faint memory of that song. I don't really master the song very well, but I know of that title. I know of oui, the song. Danser sous la pluie, très grande chanson qui a fait le tour du monde. Yes, Il faut d'ailleurs préciser que c'était un acteur de cinéma. Vous savez, à l'époque, le cinéma était en noir sur blanc et qui avait pris l'initiative de danser justement sous la pluie. Et ça fait le tour du monde. Bien sûr, messieurs, puisque vous êtes là, dansons sous la pluie avec la revue de presse. For this last day of the week, Friday, 21st of August 2020, we begin a review of what newspapers have for us today with Cameroon Tribune, with focus on health, telling us about government assistance to local production of face masks. During the weekly interministerial meeting to evaluate government's strategy in the fight against COVID-19 pandemic, it was revealed that over 2.6 million face masks have been produced locally, an initiative which was saluted by the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Ngute, who presided the virtual meeting. On pages 3 to 4 of Cameroon Tribune, the Prime Minister called for the guidance and accompaniment of those with the technical know-how of the manufacturing of this face mask. Execution of public investment budget, we read on page 7 of a positive mid-term performance, and the paper tells us that in spite of the global health crisis caused by the COVID-19 pandemic, Cameroon has continued to witness a positive execution rate in its development project. 40.62% of projects earmarked within the first 6 months in 2020 have been executed according to the National Follow-up Committee that met yesterday in Yaoundé, as Cameroon Tribune tells us. And in the electricity sector, the paper tells us that a presidential decree signed last August 19th, 2020 created a development fund to contribute in putting in place quality infrastructure so as to improve energy supply across the country, as we read on page 2 of Cameroon Tribune. We take the Guardian Post newspaper that tells us on page 3 that fresh trouble looms over oil-rich Bakassi Peninsula. Cameroon faulted for breaching Green Tree Accord conditions, and the paper tells us that Buhari urged to sue for repeal of accord and deploy troops to retake the peninsula in the Bakassi neighborhood.
Over in Adamawa regional capital, Ngaoundere, Professor Ufie Chinje Molo, the rector of the Ngaoundere University, assists pregnant teenagers in Mbe division of that region. In an investigative write-up, the Guardian Post newspaper looks at the ordeal citizens have to go through to obtain Cameroon's digital national identity card. Then equally in this edition, the paper looks at fresh solutions proposed by Dr. Nick Ngwanyam for Cameroon to come out of the crisis the country has been facing so far. We take the Voice Weekender newspaper looking at the Anglophone crisis and calls it an existential threat to the UN. According to the paper, this is an outright inability for the United Nations to eat its own vomit, and the paper says it further exposes UN ineptcy. In the Southwest region, we read of lawyers who invade Limbe Gendarmerie Brigade and demand the release of their arrested colleague. And in view of House Chief's election, the paper says Atanganji wants royal IDPs back home. A Sengang newspaper comes back to the prohibition of the sales of light weapons in the Northwest and Southwest regions. And on page 3, the paper reviews government's action in putting an end to the 4-year-old crisis with the creation of the DDR centers. And the paper tells us that some fighters have come out of the bushes while others continue to terrorize the population. The Minister of Territorial Administration, as the paper says, is determined to neutralize those who have refused to comply, and the paper calls it Atanganji's crusade in the Northwest and Southwest regions. Still about the crisis-hit region, Info Matin newspaper says government accompanies traditional rulers to their palaces. This was the outcome of a meeting last Wednesday in Yaoundé, during which the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, informed these custodians of tradition about security measures that have been taken on the high instructions of the head of state, Paul Biya, so as to facilitate their return in calm and serenity. Le Jour newspaper in today's edition talks about Cameroon's new ambassador to France, André Magnus Ekumo, who, as he takes office, has installed a new chapter in which there is no buzz or patriots. On page 3, we read that all are Cameroonians. L'Oeil du Sahel in the far north region, suffering from the attacks of Boko Haram, says the region, as we need to reconstruct the zones attacked in the region, we need about 12 billion francs CFA, as we read on page 3 of L'Oeil du Sahel. Le Messager newspaper looks at the disciplinary council of the CPDM party, saying the West region is under intense heat as militants of the party at the Bafoussam 1, Kutaba and Banka constituencies are expecting sanctions for some of their comrades and leaders of the ruling party. Then out of Cameroon, we take the Vanguard newspaper in Nigeria that looks at possibilities of giving telecoms new jobs in the age of COVID-19 pandemic. And the paper says the onset of the pandemic has interrupted the ongoing projects that were earmarked to interconnect some schools, especially in the secondary and tertiary sectors in Nigeria. Then out of Africa, the Times newspaper in Britain, still on education, says middle-class children may be forced to take a gap year as poorer peoples take priority on places. This was revealed by the ministers in charge of education in Great Britain. Steve, these are some of the information that we could have from home and abroad. Merci beaucoup pour toutes ces informations, d'ailleurs traitées par nos confrères de la presse écrite ce matin. On va retenir d'ailleurs la grande une de The Guardian Post ce matin qui nous a noté de nouveaux problèmes du côté de Bakassi, très riche, il faut le dire, en pétrole, et il faudrait justement résoudre le problème au plus vite, nous disent d'ailleurs nos confrères, parce que le président nigérian a déjà été au courant de ces petits malentendus encore une nouvelle fois. On espère que ce ne sera pas une nouvelle vague de problèmes qui va démarrer du côté de Bakassi également. On va également oublier de dire haut et fort que le Messager nous fait savoir, parlant du Conseil de discipline du RDPC, que l'Ouest est sur des charbons très
ardents. Mais bon, allez voir. C'est quand même le parti de la femme ardente, donc ils peuvent toujours être sur des charbons ardents. Allons voir justement ce que nous ont réservé les journaux et quotidiens, cette fois-ci en langue française. Commençons par Cameroun Tribune qui titre à sa grande une « Production locale des masques, le soutien du gouvernement ». C'était au cours donc de la réunion hebdomadaire d'évaluation. Hier, il a été relevé que 2,6 millions de masques avaient déjà été fabriqués localement. Des initiatives saluées par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté qui a prescrit l'encadrement et l'accompagnement des artisans. En page 30 et 31, le journal de la rue de l'aéroport de Yaoundé relève que Françoise Mbango lance un institut pour formation des sportifs. L'ancienne championne olympique a donc posé hier au cours d'une conférence de presse à Yaoundé les bases d'un centre qui fera donc la part belle de la mise à niveau des formateurs et des sportifs. Dans le secteur de l'électricité, c'est la course de fond, nous fait savoir le quotidien Mutation. Justement, un décret du chef de l'État signé le 19 août dernier crée un compte d'affectation spécial destiné au développement de ce secteur. Enjeu de cette nouveauté dans un contexte justement marqué par une instabilité de service. La même information est traitée par le quotidien de l'économie qui parle du secteur de l'électricité qui tient son fonds de développement pour parler justement de ce décret portant création et fonctionnement irrélatif signé par le président de la République. Le quotidien Info Matin s'intéresse à la crise dans le Nozo et parle justement du gouvernement qui accompagne le retour des chefs déserteurs à la faveur justement d'une réunion mercredi à Yaoundé. Le MINAD Paul Atangandji a par ailleurs informé les gardiens de la tradition des mesures sécuritaires prises sur haute instruction du chef de l'État afin qu'ils regagnent leurs chefferies respectives en toute sérénité. Le journal Essinga nous fait savoir à sa grande une de ce matin que l'interdiction de vente des armes blanches dans le Nozo, c'est la nouvelle croisade de Paul Atangandji. En effet, le MINAD s'engage à neutraliser les dernières failles et acteurs de cette criminalité qui menace justement désormais la capitale camerounaise par des bombes artisanales. À la une du quotidien Le Messager, conseil de discipline au RDPC, l'Ouest sur les charbons ardents. Selon le journal, les militants de circonscription de Bafoussam 1er, Koutaba et Banka espèrent des sanctions vis-à-vis de certains de leurs camarades et cadres du parti de Paul Biya. L'œil du Sahel, le hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, nous apprend qu'il faut 12 milliards de francs CFA pour reconstruire les zones attaquées par Boko Haram à l'extrême nord du pays. En page 4 du journal de Guibaï Gatama, l'on nous fait savoir que l'insécurité, en tout cas l'insalubrité, provoque 229 cas de choléra en 2 ans dans l'extrême nord du pays. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre « Football, comment rejouer en novembre ?» En effet, le calendrier dévoilé par la CAF, double confrontation cruciale contre la Gambie entre le 9 et 17 novembre et fenêtre internationale pour rencontres amicales dès la première moitié d'octobre, place donc les autorités dans l'obligation d'examiner à l'aune de l'évaluation de la pandémie du Covid-19 les conditions justement d'une reprise rapide du football de compétition dans le pays. Au Congo, les dépêches de Brazzaville nous parlaient justement de la vie des partis politiques et renseignent que le PCT restructure ses comités d'arrondissement à Brazzaville. Sur les 10 présidents élus, 7 ont été reconduits et à leur poste et 3 nouveaux ont fait leur entrée. En R2 Congo, à la une du courrier de Kinshasa, Kinshasa Solar City, le premier projet solaire d'envergure de la capitale. En effet, un quartier au cœur de la commune périphérique de Maluku entre dans l'histoire de la ville de Kinshasa pour la première construction de la première centrale solaire d'une capacité de 600 MW. Direction la France avec le journal Le Monde qui titre « Diplomatie Macron sur tous les fronts ». En effet, le président français devrait recevoir Angela Merkel après un été marqué par une succession de crises internationales. Terminons par le quotidien sportif L'Équipe qui présente Neymar comme extraterrestre
En effet, il a donné du tournis aux défenseurs adverses lors de la Final 8 contre le Bayern. Ce sera un atout majeur pour le PSG. Voilà, Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. J'aime bien la presse française, me fait souvent sourire à tous les coups. Aujourd'hui, Neymar est devenu un héros. Un héros, oui. Alors qu'hier encore, il était... Normal, non? Oh ben non, arrêtez de dire des conneries quand même. Mais il est en finale d'une On a souvent l'impression quand même que du côté de la France, un matin vous êtes un héros, un autre matin vous êtes un zéro, on vous insulte à gauche et à droite parce que vous avez besoin de quitter le club, et 2 jours après, parce que vous amenez le club justement en finale de Champions League, tout de suite vous devenez un grand héros. Oui. On commence à vous aduler, on commence à vous aimer, c'est quand même de l'hypocrisie. Non, je ne veux pas voir des choses de cette façon. Il faut savoir que depuis un moment, depuis que les Qataris ont pris quand même ce club, Paris Saint-Germain... Ce club a fait quoi? Ce club n'était pas encore arrivé à ce niveau de la compétition. Et donc, il est normal aujourd'hui que la presse française voie quand même Neymar, qui est oublié que l'été dernier, comme étant le héros. Mettez-vous dans la tête comme que l'été dernier, Neymar a voulu quitter le club parisien pour rentrer justement au Barcelone. Oui, absolument. On lui a jeté des pierres parce qu'il voulait être libre, parce qu'il ne se sentait pas jouer comme il voulait. Oui, absolument. Vous savez que Neymar a eu des problèmes justement avec les supporters. Là, c'était d'abord avec les supporters du Paris Saint-Germain. Vous savez qu'en France... Avec le club déjà. Oui, avec le club. Oui. Ça commence avec les supporters. Ensuite, le club. Et il a donc dit qu'il sollicitait une libération. Et là, ça n'a donc pas plu à la presse française parce qu'il était encore sous contrat. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est un petit chantage de Neymar avec... C'était pas un chantage, il voulait partir. Et il voulait partir. Et pourquoi il ne l'a pas fait à la suite? Parce qu'on a tout fait. Je vous rappelle un petit détail, peut-être que vous n'êtes pas au courant de cette information. Vous suivez beaucoup le Paris Saint-Germain, vous n'êtes pas. Mais je vous mets quand même au défi que, justement, c'est le club parisien qui a mis toutes les barrières possibles pour qu'il ne parte pas. Oui, mais en réalité, vous savez, lorsqu'un joueur, en football, c'est que lorsque le joueur est sous contrat, il est à la charge du joueur. Donc le club peut libérer comme il ne peut pas libérer. Donc ça dépend. Lorsque vous êtes sous contrat, mais vous êtes à la disposition. Je vous comprends parfaitement, vous êtes un aficionado de Paris Saint-Germain, donc forcément c'est normal que vous dites des choses. Mais je vous souhaite tout le bonheur du monde dimanche prochain. Absolument. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bon, moi je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain. Oui, c'est vrai, on n'en a pas besoin des supporters de l'Olympique de Marseille. Nous, on forme notre camp. Et donc, supporter du Paris, bon, Marseille, pour moi, c'est juste pour m'amuser, normalement. C'est pas... Je suis un supporter. Vous voulez savoir le club que je supporte depuis la nuit des temps? Oui. Non, je suis Marseillais, c'est vrai. Steve, when I listen to you people discussing about foreign football, I'm always... Oui, vous voulez qu'on vive à PWD. Oh, of course, Steve. Tell me something about UMS Loom. Tell me something. Yaoundé, on est toujours au parfum de ce qui se passe sur le plan local. Mais n'oublions pas que UMS Loom que vous venez d'évoquer est relégué en deuxième division. Yes. Voilà. Donc ça veut dire que nous avons... qui était champion. Oui, qui était champion, parce que simplement, ils n'ont pas respecté une décision fédérale, c'est-à-dire il y a une commission de discipline, on leur a demandé de payer justement leur entraîneur, on appelle John Kep, qui était sous contrat. Et puis, bon, mais puis BWD Bamida est revenu en première division, je pense, non? Oui, champion. Bamida est en première division. So I would rather think that we should, put these local players in the spotlight too. Like, look at what the French newspaper is doing. They are looking at Neymar now as a hero. Now let's look at who is the captain of non, mais écoutez, la nature... je comprends ce que vous voulez par là dire. Non, mais c'est normal aussi. Écoutez, la nature a horreur de vulgariser, il faut vulgariser. La nature a horreur de dire. Actuellement, il n'y a pas le championnat national. Il n'y a pas de championnat national. Alors, si ça se joue ailleurs, comment voulez-vous que les gens ne s'intéressent pas à ce qui se joue ailleurs? Jackson, for now, il faut commencer par s'intéresser. Il faut s'intéresser justement au championnat local. On va s'intéresser. Pour l'instant, ça n'existe pas. Et donc, les autres s'intéressent de ce qui se passe ailleurs. Jackson, what I want us is let us also sell our own. Remember, we are talking about made in Cameroon and consuming made in Cameroon. Let us sell our own too. Oui, je suis d'accord, mais je dis que pour l'instant, le championnat n'est pas... Le championnat pas encore à sa reprise. Attendons voir. Lorsque le championnat... When he will take off, we will be able to analyze. Ne vous inquiétez pas, il s'occupe du sport, donc... That's why he's speaking with a lot of
Il ne peut que parler avec beaucoup d'enthousiasme. Toi et moi, on fait politique, alors on comprend parfaitement. Messieurs, revenons justement à la revue de presse de ce matin. Parlons justement de la grande une de Guardian Post ce matin qui nous fait savoir qu'il y a de nouveaux problèmes qui surgissent, en tout cas du côté de Bakassi, très riche, il faut le dire, en pétrole. Actually, Steve, the Guardian Post newspaper tells us this morning that there are fresh troubles that looms over the oil-rich Bakassi Peninsula. You remember there is this Green Tree Accord that was signed between Cameroon and Nigeria President Paul Biya and the then President Olusegun Obasanjo. Yeah, that's between 2003 2006. They signed the accord, in which that accord, under the leadership of the UN, they gave the peninsula to Cameroon. Now, what the paper is telling us today is that according to that accord, Cameroon had to be paying a monthly compensation of 500 million naira to Nigeria. A monthly contribution of 500 million every month to Nigeria. But it would appear, according to what the Guardian Post is saying, that for a number of time, Cameroon has not been respecting that part of the accord in paying that monthly compensation to Nigeria. That is why there are calls from former state functionaries that President Buhari should deploy troops back into Bakassi so that they should retake that peninsula, because Cameroon has not respected the accord. That is why the Guardian Post is telling us that there is need for everything to be done so as to quell. Je pense quand même que ces deux pays frères, ils peuvent pas prendre des troupes militaires et revenir justement sur la péninsule Bakassi qui a été, il faut le dire, et qui est et demeure une propriété du Cameroun. Steve, that is why when I read vous parlez là de quel accord? Moi je comprends pas de quel accord vous parlez. L'accord des Nations Unies, 5 millions de dinars à chaque fin du mois que le Cameroun doit reverser justement au Nigeria. Yes, depuis que Bakassi Peninsula. That is why the Guardian Post. C'est un contrat qui a été signé en tout cas entre les deux parties. Yes. Mais depuis quelques temps, bon, à cause des problèmes du côté du nord-ouest et du sud-ouest, le Cameroun n'arrive pas à payer justement les 5 millions de naira demandés justement par le Nigeria. En tout cas, conformément au contrat signé entre les deux parties lors justement de la reprise de Bakassi. And that's why the paper is telling us today that Cameroon needs everything to do as much as possible to calm that other crisis, because Nigerians are already calling on President Buhari to send militaries, to send the troops to Bakassi so as to retake the peninsula. Bon, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Je crois que c'est une affaire qui est grave. Hein. C'est une affaire qui est grave. On peut prendre ça au premier degré, mais c'est une affaire qui est grave. Grave pourquoi? Parce que ce que je comprends dans tout cela, c'est que peut-être qu'on veut créer des foyers d'insécurité partout, tout autour du Cameroun. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Lorsque on vous rétrocède une partie, cette partie vous concerne. Par exemple, si je prends une image, je peux prendre une image. Vous savez, depuis un moment, le Bénin avait un problème avec le Nigeria concernant l'électricité. C'est-à-dire que le Bénin n'arrivait pas à payer les factures. Oui. Yes. Mais écoutez, le Nigeria, il a fallu que le Nigeria n'est pas descendu avec les forces militaires pour que le Bénin puisse payer justement la facture. Donc il y a toujours des méthodes. Mais faire descendre des militaires sur le terrain, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Ou bien, je dis, bon, c'est une polémique là qui est déjà lancée. Jackson, je pense que c'est justement un rappel. Le journal fait un rappel à l'État de pouvoir Jackson, the situation, if we don't make it clear, people, Cameroonians may also have the information in the wrong way. What the Guardian Post is telling us this morning is, according to the Green Tree Accord that was signed between Cameroon and Nigeria, Cameroon accepted that every month they will be paying a compensation, that is compensating Nigeria for letting go the Bakassi Peninsula, 500 million naira every month. Now, for some time now, Cameroon has not been respecting 5 million or 500? 500 million, according to the Guardian Post newspaper. 500 million naira every month. Now, according to the Nigeria. Yes, Cameroon paying to Nigeria. Now, according to the Guardian Post newspaper, for some time now, Cameroon has not been respecting that accord. That is, Cameroon has not been paying that 500 million naira every month. Now, Nigerian president, Nigerian call it administration, they are urging Buhari to retake Benin Peninsula because Cameroon has breached
the contract in which they signed. It was a contract they signed. And since they are not paying, then let's take back what belongs to us. That is what the Nigerians are asking bon, messieurs, on vous comprend parfaitement. Et puis, d'ailleurs, un de nos confrères de The Guardian Post nous ont fait savoir que, eh bien, cette péninsule est riche en pétrole, riche, justement, dans pas mal de belles choses. Bon, vous devez comprendre également que c'est également ça, parce qu'on a découvert pas mal de gisements de ce côté-là, donc on lorgne un peu pour savoir si un temps on peut récupérer ce qui était auparavant. Mais bon, cette partie appartient au Cameroun désormais, tout le monde le sait. Messieurs, revenons justement à une autre information. Vous nous avez fait part d'ailleurs, hein, vous deux d'ailleurs, de ce problème, de ce conseil de discipline. C'est le Messager qui en parle ce matin au RDPC. C'est le parti de la flamme ardente. Mais le journal nous dit également que le parti et surtout certains cadres sont sur de charbon ardent. Oui, depuis un moment, je crois que depuis hier, c'est le journal Le Soir qui relevait justement Saint-Éloi Bédon, qui lui est traduit. Parmi tout ce monde-là, il y a déjà Saint-Éloi Bédon. Mais ce que je déplore dans ce parti, vous savez, un parti dynamique, c'est surtout un parti où tout le monde ne peut pas avoir un point de vue sur une question. Et moi, j'aime bien un parti qui est dynamique. C'est-à-dire que dans le RDPC, je me rends compte qu'il y a quand même des gens qui peuvent dire non à un certain nombre de pratiques. Même si maintenant il y a le verrou du respect de la discipline du parti. C'est ça, le P Damoclès. Or, le parti doit être dynamique. Il y a des gens, par exemple, Charles Atebaïni. Vous avez vu tout ce que Charles Atebaïni, le feu Charles Atebaïni dénonçait, mais il était dans le RDPC. Ça veut dire qu'on peut appartenir à un parti politique, mais justement, il y a aussi les valeurs qu'on peut prôner, c'est-à-dire des valeurs d'équité et d'autres. Donc, c'est ça qui est la question. Or, maintenant, dans des partis politiques, il y a autre chose qu'on appelle la discipline du parti qu'on doit respecter. Il faut justement la discipline du parti. Messieurs, revenons avec la grande une de Émergence ce matin qui s'interroge. Que cache la multiplication des engins explosifs à Yaoundé? Pour nos confrères, la capitale politique semble avoir perdu son statut de sanctuaire de la République. Actually, Steve, we were talking of the crisis in the northwest and southwest region with bombs exploding in Bamenda. But now we have had such repeated cases in Yaoundé. You know, for the beginning of this week, there was one bomb that was actually, it did not explode, but it was discovered at the Ministry of Public Service. You know, and I remember some papers were talking of it yesterday, that the fear that was installed in the Ministry of Public Service is creeping into other ministries. That is, people live in Yaoundé now with fear. And the question Cameroonians are asking is, if we already have such kind of insecurity reigning in the capital city, then what will happen to the periphery? Because remember, when the Boko Haram issue started, there was intense security to block the infiltration of, you know, of this terrorist sect to leave the far north into the other parts of the country. When the crisis in the northwest and southwest region started, there was intense pressure to block, to make sure that it should not creep and affect the other parts of the country. But if we already have bombs exploding now in Yaoundé, we had the case in Mokolo, we had the case in Millet, we had the case in the Ministry of Public Service. Now it is repeating, and then when it starts happening like that, people tend to ask the question: what is happening with the security system in Cameroon? Are we safe in this country? Je vais vous raconter une histoire. Hein. Bon, je vais trahir le secret de personne. Pareil, c'est un secret de polichinelle. Ce week-end, j'étais du côté de Métète, centre. Je suis allé vendredi dans la nuit, on est rentré dimanche matin. Et vous savez ce qui est extraordinaire de ce côté-là, c'est qu'il y a plusieurs barrières de police, mais on ne contrôle pas réellement. On ne contrôle personne. La seule chose qu'on fait d'habitude, c'est que si le policier il attend 500 francs. Et tout le monde est au courant. Steve, je vous dis, moi je vous donne Steve, you are raising another question that we tend to ask. What our security on ne contrôle officers... absolument rien. Et là, sur le coup, à chaque moment que vous arrêtez, vous arrêtez, on vous demande carte nationale d'identité, mais bon, c'est... Steve, that was the case you had in the Central region. Oui, je vous parle the Central region. Oui. Actually, we were going to the Southwest region exactly this past weekend, and we reached, there's a checkpoint called Meselele. Before you reach Meselele, what happens is every bus, every car that is coming, you know, you stop at a distance, everybody come down of the car, and you present your ID card, the car passes, goes in front, then you walk in a file to enter the car. Avant d'arriver justement à Moutenguene. Yes. What caught my attention was they are checking public transport, but in the private cars, they just come and pass each free.
what the military, what the security agents, I doubt what they don't understand is most of these explosives, most of these arms, they don't transport them in normal buses, in public transport. They transport them in private cars. And the private cars is passing. You don't check what is in the car. It passes. Because you saw somebody well dressed in a coat and a tie, you just say we. Vous pensez que forcément quand quelqu'un justement dans un costume et tout ça, parfois certains même sont dans des tenues militaires, alors qu'ils ne sont pas franchement des militaires. On a vu le cas d'ailleurs. Or you see a military beret, a military cap or a belt lying in front of the car. It is enough. He just gives a salute and the car passes. This is how most of these explosives, most of these arms, they circulate in this country. And I think that in as much as we are checking public transportation, we should check private cars even the most. Mais il ne faut pas également oublier que les personnes qui ont posé ces engins explosifs, on les a arrêtés. They said they caught one for those involved in the, because some camera footages, if some video footages took the person that was responsible for the explosion in Mokolo, and they said the face is actually visible. So it is possible that... On a vu les images d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Yes, it's possible that they can track their identity, and I hope that once they track their identity, they will use it. Vous savez, je vais revenir avec vous. Je pensais que ces caméras étaient factices. Hein. Steve, actually, when they installed it here too, je pensais que c'était factice. Mais d'ailleurs, je venais au travail, je venais ici très tôt le matin. Je vais pas donner le nom du carrefour. Et là, je suis dans le taxi. Et il y a un petit truc qui se passe là, dans ce carrefour. Vraiment bizarre. Et sur le coup, quand je jette un coup d'œil sur ce... je vois que cette caméra tourne. That's it. Elle se place. Yes. Elle remonte. Elle cherche. Et heureusement, il n'y a pas eu vraiment grand-chose. Et elle s'est retournée. Elle a regardé encore de l'autre côté. Et puis elle est revenue encore à 90 degrés sur le même sujet où nous étions. Je suis resté là presque 2 minutes pour voir. Et puis j'ai dit, waouh. Et là, messieurs, vous qui êtes à la maison, vous êtes filmés. Si vous faites une bêtise, on va vous arrêter. Messieurs, terminons rapidement. Avec un autre sujet, on a parlé bien sûr de la cabale insidieuse contre le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Pour certains de nos confrères, d'ailleurs le quotidien, et sans oublier bien sûr d'autres journaux, parlent de la cabale dans la Gadoue, entraîneur Ferdinand Ngongo dans la Gadoue par une psychopathe nommée Aminata Bagaka. On l'a vu d'ailleurs, c'est dans les réseaux sociaux ces jours-ci pour déclarer au fort que bon, ils boivent du sang, ils font tout, ils connaissent. Enfin, elle-même déclare au fort qu'elle était dedans et qu'elle connaissait pas mal de grandes choses là-dedans. Oui, c'est une situation qui est, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais c'est quand même, je ne vais pas dire horrible, mais vous savez, c'est quand même très compliqué. Lorsque les hautes autorités, lorsque des soupçons pèsent dans des hautes autorités, sur les hautes autorités, comme ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je crois qu'il faut prendre du recul, un peu de recul. Nous sommes à l'heure où on manipule trop l'opinion. Et puis parfois aussi, nous sommes peut-être face à une situation dans le pays, et puis il y a une affaire qui survient comme ça de nulle part. Les gens commencent à oublier ce qui était important. On s'intéresse beaucoup plus aux banalités. Je pense que là, il s'agit d'une haute autorité, mais il s'agit aussi... D'une distraction? Pas d'une distraction. C'est une personne physique aussi, morale. Ça, c'est son problème. Je pense qu'on a des problèmes beaucoup plus importants. Beaucoup plus sérieux d'ailleurs. On a pas mal de problèmes. S'il arrive que ça se fait, ça reste encore à prouver. Là, je ne peux rien dire concernant ce cas. Ça reste encore à prouver. C'est leur affaire. C'est leur affaire. Maintenant, je pense que il faut aussi éviter que justement des soupçons comme ça pèsent sur les hautes autorités parce que ça jette justement du discrédit. Quels soupçons d'ailleurs? On parle de magie noire, on parle de magie blanche. Bon, c'est eux qui connaissent parce que ce n'est qu'une personne qui connaît la magie noire et la magie blanche qui en parle. Une personne comme vous et moi, on n'en connaît absolument ni d'Ève ni d'Adam. Steve, for some time now, this issue of conspiracy against the Secretary General at the presidency of the Republic has been going on. And when I read the story, it was as if, you know, Ferdinand Ngongo occupies a certain post that ministers in this country don't even have it. He virtually runs this country because the paper tells or it is by law. He has the head of state has delegated his signature to him. C'est depuis la nuit des temps que la signature a été déléguée. Hein. Okay, this is a position that a lot of ministers, even the prime minister, does not even have it. So what he does, so many ministers do not have. And when I read the story, it is as if it is a kind of you know, a conspiracy that is being changed even from within the government circles, where some ministers want to see the downfall of this minister, of this Secretary General. And it is always obvious that once you occupy a certain post,
some people forget to look at the task that you carry out. They forget to look at the work that you do, but they look at the position that you occupy, forgetting that position comes with a lot of responsibility. Because the least error he makes would be so catastrophic for Cameroon more than any other ministers, especially in this crisis where we get... Bon, pour vous, c'est parce qu'il a beaucoup de pouvoir que certains peut-être peuvent être jaloux de cela, c'est ça? Not power, but position. Not power, it is the position that he occupies. Because just being the Secretary General at the presidency, and remember everything that comes to Cameroon is under instructions of the head of state. Steve, bon, on comprend pas je voudrais ajouter à sa suite que, vous savez, nous sommes à un moment particulier de la vie nationale. C'est-à-dire, nous sommes depuis à l'attente du remaniement ministériel. Et puis, regardez bien comment ça se passe dans notre pays. Lorsqu'on est en l'attente d'un remaniement ministériel, vous voyez comment ça se passe dans la presse. Actually, il faut dénigrer tel, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je crois que ça c'est connu. Yes. Des cabales, ça c'est Il ne faut pas également oublier que le chef de l'État camerounais ne prend pas souvent en compte tout cela. Il ne prend pas en compte, mais le jeu se joue. Dans l'opinion, ça se joue. Lui ne prend pas ça en compte, mais ça se joue au niveau de l'opinion. Il faut salir tel, il faut ceci, il faut ceci. Je ne voudrais pas ici dire que le secrétaire général de la présidence de la République n'est pas coupable. Mais je dis simplement qu'il faut faire très attention, il faut prendre un peu... Pour l'instant, jusqu'à preuve de contraire, n'est coupable que lorsqu'un tribunal il faudra déclarer qu'une personne est coupable. Voilà. Même si vous entendez quoi que ce soit, même si on l'arrêtait aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Steve, please, before we go away, there's this topic that caught my attention. Cameroon Tribune tweeted about it. Le Jour newspaper tweeted about it, about Françoise Mbango, who is creating a sports infrastructure in Cameroon. And Steve, when I read it, what came to my mind is, Françoise Mbango, is she a Cameroonian? Oui, c'est une Camerounaise. No, because I realized that at one point here, he signed French nationality, and as of now... Oh, faut pas toujours écouter tout ce que les gens disent. Unless oui, mais même si elle a signé une nationalité, vous savez... Vous savez combien de ministres ont des doubles nationalités? Those are in hiding. We don't know them openly. Remember, one Cameroonian was blocked from vying for a post of a parliamentarian in Cameroon here because he had double nationality, and it was proven openly that double nationality is not accepted. So if there are ministers, then I don't know how we block somebody from putting his candidature as a parliamentarian. Then there is a minister who has double two. Bon, messieurs, je vous comprends parfaitement. Il y a même, si les expatriés ont des entreprises ici, pourquoi pas les nôtres? Ou bien pourquoi pas elles, qui, disons, prenons même le cas qu'elle ait une double nationalité. Je vous rappelle quand même qu'il y a des Chinois qui ont des cartes nationalités camerounaises. Steve, those they exist. But I would rather think that... Vous savez ça au moins? Of course. No, I can't explain it. But Steve, what I was looking at this, what caught my attention was, if you denounce your country, if you denounce your nationality, I think that you should denounce the country as well. Because opting to be a French citizen says, I am no longer a Cameroonian. Going by the laws of our country, Cameroon does not understand double nationality. And when I look at it, what is different between her and these secessionist fighters who have decided to denounce their nationality and hide out of Cameroon? Mais il n'est pas dit que lorsque vous voulez créer un centre de formation, il faut être absolument camerounais. C'est pour ça que je vous dis que là, à ce niveau, la nationalité ne compte pas. La nationalité ne compte pas. S'ils peuvent venir investir au Cameroun, tant mieux. Si c'est une Française qui vient investir, I hope that she will respect the issue of land. You know, when land issues in Cameroon is burning at this moment. Messieurs, et bien sûr, mesdames, messieurs, le débat de ce matin, eh bien, les invités commencent à arriver d'ailleurs en compte-gouttes. Petit à petit, ils vont forcément nous rejoindre ce matin sur ce plateau. Mais déjà, un là, Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue toute l'équipe technique de DBS à matinale, je salue tous les fan clubs, n'est-ce pas, de DBS télévision, oui, notamment les fan clubs du côté de Togo, Mali, particulièrement du côté de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ce jour est annoncé une marche, n'est-ce pas, des femmes, n'est-ce pas, pour protester la candidature, le troisième mandat de Alassane Dramane Ouattara. Je les salue de ce côté-là. Mon coup de gueule ce matin, je voudrais surtout m'adresser aux parents, parce que lorsqu'on prend la responsabilité de faire des enfants, c'est pour les protéger. Et ça sert de faire un enfant si vous n'êtes pas capable de le protéger. Je le dis parce que j'ai assisté hier à une scène oui, qui franchement m'a choqué, m'a laissé pantois. Le viol par une fillette de 6 ans par quelqu'un qui apparemment est normal, mais qui en fait c'est un malade mental, parce que vous avez comme ça les malades mentaux qui sont en costume, qui ont le même carrosse. Donc, tout simplement parce que sa maman n'a pas été vigilante, elle l'a abandonné à la maison pour aller boire une bière dans un bar.
Donc je pense que lorsqu'on prend la responsabilité de faire des enfants, il faut franchement les protéger, il faut les protéger, il faut les éduquer. Il faut les protéger, il faut également les éduquer. Merci en tout cas pour votre coup de gueule ce matin. On ne va pas également oublier que du côté du Mali, une marche est prévue d'ailleurs dès ce matin à 7 h. Ça, il faut également le préciser. Une grande marche où les uns et les autres vont devoir se lever pour dire non. Ils ne veulent pas de la France, ils veulent bien sûr tout le monde entier, mais ils veulent que les choses changent du côté du Mali. Eh bien, notre sujet, c'est tout simplement coup d'État au Mali, réunion d'urgence de la CEDEAO. Que cachent les résolutions des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest? C'est notre grande interrogation ce matin. Si vous me permettez, Albert Anatolaïs, en attendant que les autres arrivent et qui nous ont promis d'ailleurs qu'ils vont arriver dans un instant, je vais lire quelques messages d'ailleurs qu'on nous a laissé avec nos téléspectateurs hier. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour particulier à monsieur Bandakani, moi, à la place de ces militaires qui exhibent leur galon lors de ce discours sur leur victoire. J'aurais honte. Le Mali, depuis plusieurs années, se présente comme un pays sans armée, mais composé aujourd'hui de vigiles incapables de défendre son territoire, ce qui est la principale mission d'une armée. Voici les incapables galonnés qui ne peuvent montrer leur force que pour se diriger vers la présidence. Pourquoi ne se dirige-t-il pas au nord pour récupérer le territoire qui est aux mains des étrangers? C'est son interrogation. Ibeka est donc déchu. Que ces militaires nous montrent donc leur force, non seulement en pourchassant les ministres du gouvernement déchu, mais en allant au nord du pays chercher l'envahisseur. Le Mali ne se limite pas à Bamako, qu'il montre sur le terrain ce qu'est un vrai militaire. Merci, c'est Charline Guélé depuis Yaoundé. Merci beaucoup à Charline Guélé qui nous suit depuis Yaoundé, c'est d'ailleurs tous les matins. Il nous suit d'ailleurs dans le cadre de cette émission. Merci également pour ce message, il est fort. On peut le comprendre. Bonjour, moi c'est Justin depuis Libreville. Cet accord entre le Cameroun et le Nigeria, c'est pendant un nombre d'années ou bien, bon, c'est sa grande interrogation. On parlait tout à l'heure de ce problème entre le Niger et le Cameroun dans la péninsule de Bakassi. Et bien sûr, cet homme nous écrit du côté de Libreville au Gabon. On a également pas mal de téléspectateurs. Bonjour à vous, monsieur Steve, Alain et Mervyn. Excellente analyse de revue de presse de 1037. Christian, continue comme ça, c'est Christian Yemelé, Yaoundé, Jouvence. Merci également à vous. Bonjour à Popo, thème du Mali, j'aimerais saluer messieurs Edmond Kuaté. Le problème de mon pays, c'est la France et qui est à l'origine de tout. Voilà quelqu'un qui nous a écrit du côté du Mali. Mais combien de Maliens sont au courant justement que le problème justement, c'est le Mali, et pardon, la France. Albert Anatola ici, puisque vous êtes là, et en attendant bien sûr que nos invités arrivent, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voici le débat. Alors, Anatola, ici, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire voir cette vidéo de certains Maliens, bien sûr, de la diaspora, de l'Afrique, qui sont réunis. Et bien sûr, ils parlent encore, ils sont vraiment décidés pour que leur pays change. On les écoute. Bonsoir, chers compatriotes de l'intérieur comme de la diaspora. Bonsoir, peuple brave du Mali. Bonsoir, les amis du Mali. Aujourd'hui, nous venons d'assister avec intérêt à la déclaration d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui a finalement écouté son peuple. Aujourd'hui, le moment de féliciter le peuple brave du Mali et nos forces armées de sécurité. Mais après cette déclaration, nous avons appris avec regret qu'il y a une délégation de la CEDEAO qui compte venir encore nous donner des ordres. Nous sommes un grand pays. Nous sommes le pays du Mandingue. Nous sommes un pays d'histoire. Démontrons une fois de plus à la CEDEAO qu'ils ne sont pas les bienvenus si c'est pour faire des sanctions. Nous avons appris des embargos. Le peuple malien est un peuple brave. Nous sommes prêts à soutenir nos militaires, prêts à soutenir le peuple. Pour cela, nous demandons à tous les jeunes, hommes, femmes, demain à 7 h, tout le monde à l'aéroport international Modibo Keïta pour empêcher à la CEDEAO de descendre. Pourquoi? Pour montrer notre solidarité à nos forces armées de sécurité,
pour montrer notre détermination au monde que les Maliens ont pris la destinée de leur pays en main et que nous comptons sur tous les peuples du monde, les peuples de l'Afrique, les peuples de la communauté CEDEAO, les peuples de France, des États-Unis, de l'Amérique latine. Nous comptons sur tout le monde pour soutenir le peuple malien. Parce que les peuples n'ont pas de problème. C'est les gouvernants qui constituent certains problèmes. Exemple de ça, c'est le cas Mali. Sur ce, rendez-vous demain à l'aéroport international à 7h. Vive le Mali, que Dieu bénisse le Mali. Voilà, Albert Anatole, ici vous avez suivi là, on m'a envoyé d'ailleurs cette vidéo du côté du Mali hier pour me faire comprendre que eux, ils ne veulent pas de la CEDEAO chez eux parce que, eh bien, la CEDEAO a pris des résolutions assez sévères contre le Mali. Si vous me permettez également, je vais vous lire juste certains communiqués. Je commence d'ailleurs par le communiqué de la Côte d'Ivoire, le communiqué du ministre de l'économie et des finances de la République de Côte d'Ivoire qui a été très dur d'ailleurs contre le Mali. Et bien, suite à une mutinerie déclenchée au sein de l'armée malienne le mardi 18 août 2020, ayant impacté les institutions de la République du Mali, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a décidé ce jour de la fermeture de toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes de ces pays membres avec le Mali. C'est la première résolution qui a été prise. Elle a également décidé de la suspension de toutes les relations économiques, financières et commerciales avec le Mali. En exécution de cette décision de l'organisation ouest-africaine, le ministre de l'économie et des finances instruit, et bien sûr de Côte d'Ivoire, je reprise encore, toutes les administrations financières publiques sur le territoire national, toutes les banques et tous les établissements financiers sur le territoire national, toutes les sociétés de gestion et d'intermédiaires SGI et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeur mobilière sur le territoire national, toute autre institution financière et acteur du marché financier sur le territoire national, de suspendre toute relation économique et financière, tout flux financier en direction du territoire malien jusqu'à nouvel ordre. C'est signé à Abidjan le 19 août 2020 par le ministre de l'économie et des finances. Il s'appelle Adama Coulibaly. Oui, disons que pour revenir d'abord à la vidéo que vous avez présentée tout à l'heure par les soins de votre équipe technique, je note deux choses. La première, c'est un bras de fer entre la CEDEAO, du moins les émissaires de la CEDEAO, oui, avec une partie de la population malienne par rapport au projet, par rapport à la délégation qui est censée arriver là-bas aujourd'hui. Je pense qu'il faut quand même relativiser les choses. La CEDEAO certainement n'a pas été en mesure d'éviter cette escalade que nous avons connue depuis le 18 août dernier au Mali. Mais il faut également noter, comme nous l'avons dit hier, que Ibrahim Boubacar Keïta n'est pas le seul comptable de la situation malienne. C'est oui, important de le dire. Parce que penser autrement, c'est fait pour de malhonnêteté, certainement, j'allais dire, d'hypocrisie. Voilà. Il s'agit de la responsabilité à la fois du président Ibrahim Boubacar Keïta et à la fois de la classe politique malienne. Et c'est trop facile de dire que oui, c'est lui, il a favorisé la corruption, il a favorisé la malgouvernance, le népotisme et tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Ça, c'est la première lecture. La seconde lecture, c'est que ça peut être compréhensible que du fait que la CEDEAO n'ait pas pu régler cette question quand il le fallait en son temps, notamment après, n'est-ce pas, avec l'élection législative, oui, parce que je crois que c'est de là où il y a eu un problème de 31 députés. Voilà, c'est là où tout part, oui, suivi de l'escalade des manifestations sociales relatives notamment à la sécurité, à la situation sécurité du côté du nord et du centre Mali, à la situation sociale, notamment le chômage, la malgouvernance, la corruption, l'étournement des délais publics, tout ce que vous voulez, le népotisme. Bien évidemment, je crois que là également, c'est là où la CEDEAO devrait entrer en scène. Mais lorsque je suis les différentes interventions relativement à ce que vous indiquez, je constate que la CEDEAO vaut plutôt, comme ils l'ont dit, dans le cas, n'est-ce pas, du sommet extraordinaire hier entre les chefs de cette région, CEDEAO, il est question de manière prioritaire de rétablir l'ordre conditionnel, comme le dit, c'est-à-dire en d'autres termes, de remettre le pouvoir à Ibrahim Boubacar Keïta. Je pense que là également, c'est une maladresse, à mon sens, parce qu'on ne peut pas
sortir à nouveau M. Ibrahim Boubacar Keïta, de là où il se trouve dans les casernes avec son gouvernement, et lui remet le pouvoir. Ça va être très très compliqué. Ça veut dire qu'on va encore créer un précédent, c'est-à-dire susciter une escalade qui peut aboutir à des bains de sang, à une bain de sang. Je pense également que de ce point de vue, peut-être que la CEDEAO fait pression, ce qu'elle aurait dû faire avant, c'est-à-dire sur la junte. La CEDEAO fait pression sur la junte, surtout de pouvoir. Lorsqu'on parle de retour à l'ordre constitutionnel, oui, il s'agit véritablement de définir un calendrier électoral dans la perspective d'organiser rapidement une élection présidentielle et non de l'audit. Il ne faut pas que l'organisation de cette élection rentre dans le cadre des caprices ou des humeurs de la jeune qui pense qu'il faudra l'élection présidentielle va être organisée, je cite, dans un délai raisonnable. Donc je pense qu'il faut que ce soit rapidement fait. J'ai déjà noté que cette journée a pris langue avec la société civile malienne, avec certains responsables des administrations maliennes, avec certains leaders religieux, pour dans l'optique certainement d'engager les consultations. Pourquoi pas peut-être des consultations? C'est déjà ça. Mais j'indique également que la CEDEAO a engagé un embargo, notamment sur les transferts financiers, sur les produits pharmaceutiques, sur les produits de première nécessité, sur les denrées de première nécessité. Et je pense également que c'est là encore, il y a une sorte de dichotomie entre notamment Alassane Dramane Ouattara et le président Macky Sall, qui pense qu'il faut réexaminer, n'est-ce pas, les sanctions qui ont été prises contre le Mali. Il faut donc enlever parmi ces sanctions, il faudrait, pour les raisons humanitaires, il faut pas intégrer dans les sanctions, n'est-ce pas, l'embargo sur les produits pétroliers, sur les transferts d'argent et sur les produits de première nécessité. Donc, je pense que là également, il y a déjà une sorte de dichotomie. Il faut donc qu'ils se comprennent, parce que j'ai le sentiment que Alassane Dramane Ouattara, après cette réunion de consultation au sommet entre les chefs d'État, lui, il voudrait se positionner pour donner une autre implication, une autre orientation à cette... On a l'impression aujourd'hui quand même qu'Alassane Dramane Ouattara veut se montrer comme étant le chef de la CEDEAO et que forcément c'est lui qui doit donner des ordres. Parce qu'avant même que les membres de la CEDEAO, alors les chefs d'État de la CEDEAO ne se réunissent, lui, il avait déjà pris une décision. Je vous parle de ce communiqué du ministère ivoirien de l'économie et des finances, qui ose d'ailleurs prendre des décisions extraordinairement dures. Déjà la fermeture des frontières, aucune relation désormais avec le Mali qui est un pays voisin. Pour certains aujourd'hui, en ce moment-là, Alassane Dramane Ouattara met la Côte d'Ivoire en grand danger. Lui qui actuellement se retrouve avec déjà des marches chez lui. Oui, disons que j'ai lu beaucoup de commentaires dans ce sens, en réaction à ce communiqué ivoirien, de la présidence ivoirienne, sur la situation, n'est-ce pas, qui prévaut actuellement au Mali. Oui. Surtout, beaucoup d'internautes lui ont rappelé également qu'il faut qu'il respecte l'ordre conditionnel dans son propre pays. Oui. Et donc, je crois que il faut éviter de mettre de l'huile sur le feu. Parce que lorsque vous êtes un chef d'État, et que vous-même, vous savez que vous n'êtes pas très respectueux de l'ordre constitutionnel dans votre propre pays, il faut éviter surtout de donner des leçons dans un État souverain. Je crois, aujourd'hui, nous connaissons, comme je l'ai indiqué tantôt, nous connaissons les problèmes du Mali. Les problèmes du Mali ne sont pas ce qu'on nous présente. C'est-à-dire la malgouvernance décriée le népotisme, la corruption, l'insécurité. Non, ce n'est pas lui le principal responsable. Le principal responsable, c'est d'abord tous les Maliens. Je voudrais quand même vous préciser que, et je voudrais rappeler que depuis pratiquement 15 ans, en 15 ans, j'allais dire, le Mali a connu quand même 4 coups d'État, ce qui n'est pas très très bien, ce qui sonne faux pour un pays qui a l'ambition de s'inscrire dans l'émergence et dans la modernité. Donc, je crois que j'ai également les commentaires de nature
à jeter de l'huile sur le feu. Vous ne pouvez pas dire que c'est parce que M. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé au pouvoir par les armes qu'il doit aussi sortir par les armes. Il me semble que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il faut quand même qu'il y ait une rupture. Et vous ne pouvez pas parler de rupture lorsque, écoutez, il y a un principe élémentaire en géopolitique. Vous ne pouvez pas sécuriser un espace ou une zone sans prendre en compte les questions de gouvernance qui régissent ce milieu-là. Ça, c'est important. Et la gouvernance en question, elle est d'abord politique. Elle est sociale, elle est culturelle, elle est géopolitique. Donc, ça implique tout le monde. Pas seulement les leaders du M5 ou bien du RFP ou encore le régime déchu. Non, ça implique tous les Maliens. Donc, il ne faut pas jeter, n'est-ce pas, M. Ibrahim Boubacar Keïta à la bandite populaire. Ce serait, à mon sens, malsain. Je crois qu'aujourd'hui, il est question de réfléchir dans l'optique de sortir le Mali de la situation actuelle. C'est-à-dire que c'est très facile, parce qu'actuellement, il y a l'enthousiasme lié au départ fracassant d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ça a été le cas en 2012, lorsque Amadou Toumani Touré a été déchu. Ça a été le cas, il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Quelques temps après, Bis Repetita retourne à la case de départ. Il y a le même enthousiasme avec le départ de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Donc je pense que si le Mali va aller d'enthousiasme en déception, en illusion, en désillusion, ça va quand même créer un problème. Donc je crois qu'aujourd'hui, lorsque vous avez un pays qui est tenu à 60% entre les mains des djihadistes, des bandes armées, des trafiquants de toutes sortes, et surtout des criminels, vous ne pouvez pas dire que ce pays-là est stable. Vous avez quand même vu les images, hein? On a vu la vidéo tout à l'heure de ces Maliens qui déclarent au fort que rendez-vous est pris d'ailleurs ce matin à 7h heure de Bamako, l'aéroport international de Modibo Keïta de Bamako, pour dire non en tout cas à la CEDEAO. Pour ces Maliens aujourd'hui, la CEDEAO travaille pour le compte de la France. Non, disons que il y a deux personnages qui m'intriguent un peu dans cette affaire de la CEDEAO, qui portent justement le projet de rétablir IBK dans ses fonctions de président. Il s'agit notamment du président Ouattara et du président Alpha Condé qui portent ce projet-là. Et nous savons que Alpha Condé et Ouattara, ce sont les francophiles assumés. Donc, je crois que de ce point de vue, ça pose le débat, surtout au moment où il y a une délégation de la CEDEAO qui a annoncé. Tout compte fait, le Mali fait partie de la CEDEAO. Donc, il faut que les Maliens fassent très attention. Aujourd'hui, un pays qui veut être fort ne peut pas fonctionner ou rester en autarcie. Oui, nous savons, nous leur concédons le fait qu'il y a eu des erreurs, que ce soit à l'intérieur même du Mali, c'est-à-dire ces hommes politiques, sa société civile, ces autorités morales, c'est-à-dire les leaders religieux que vous connaissez. Il y a également eu des erreurs au niveau même de la gestion de cette crise socio-politique par la CEDEAO. Donc je pense, pourquoi? Parce que reconnaissons-lui également le fait qu'il n'a pas été, je parle de IBK, qui n'a pas été proactif, il a été plutôt réactif et non anticipatif par rapport à la situation. Parce que s'il avait été anticipatif, je crois qu'on aurait évité cela. Vous ne pouvez pas gérer un pays qui n'a pas d'armée. Ça, il ressort également, c'est parce que tout à l'heure, lorsque vous lisiez des messages, nous avons constaté effectivement que c'est un problème réel. Un État qui n'a pas d'armée, c'est un État exposé. Oui, c'est un de nos téléspectateurs qui a écrit cela. J'ai vu un documentaire hier dans une chaîne hexagonale, des militaires maliens qui sont formés sur le terrain aux côtés des forces Barkhane. Ça pose un problème. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer des soldats au front, il y a une formation préalable qui doit être pointue, sérieuse, appropriée, et surtout avec une logistique conséquente. Mais lorsque vous prétendez être un État souverain indépendant qui n'a pas déjà une armée, ça pose un problème. Un gros problème d'ailleurs. Ça pose un très gros problème. Donc je crois qu'aujourd'hui, la priorité, à mon sens, pour l'armée malienne, je crois que les militaires, la jeune l'a indiqué, c'est sécuriser
le Mali, ramener la sécurité au Mali, ce qui va être un peu très compliqué parce que c'est quand même paradoxal, je l'ai indiqué encore hier dans le cadre de cette tribune, à savoir, vous ne pouvez pas avoir dans un espace comme le nord du Mali, vous avez au moins une concentration de 4 forces, notamment Takuba, qui est un regroupement de forces spéciales européennes. Vous avez le G5 Sahel, qui est constitué des pays et des forces de sécurité des pays de la sous-région CEDEAO, notamment le Niger, le Mali, et la Mauritanie, tout ce que vous voulez. Vous avez également Barkhane et vous avez donc la MINUSMA. Bon, vous avez donc une concentration de ces forces-là, mais curieusement, on n'arrive pas à maîtriser justement les incursions des djihadistes. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il marche donc qu'il doit y avoir forcément des complicités en interne, c'est-à-dire à l'intérieur du territoire national. Et j'ajoute à cela les guerres, les conflits intercommunautaires. On va lire quelques messages sur Facebook. Il y a d'ailleurs plusieurs de nos téléspectateurs qui sont connectés. Pour Stéphane Sullivan Onana, la CEDEAO avec à sa tête Ouattara n'est que le cheval de Troie de la France. Elle veut rétablir IBK car ce dernier est une autre marionnette confirmé de la France. Mais vu le comportement habituel de l'impérialiste, il s'agit d'un jeu trouble visant à embrouiller le peuple comme d'habitude. De toute façon, que ce soit IBK ou ce militaire, c'est toujours la victoire des impérialistes. Je vais prendre un autre intervenant. Les autres intervenants peuvent participer d'ailleurs par téléphone. Merci. Je prends de ce côté-ci sur WhatsApp. Bonjour à tous sur le plateau. Moi, c'est Monsieur Thiagué depuis Malabo. À propos du sujet, rien n'a été fait de concret par les militaires. Ils sont juste en phase de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. La seule chose à faire pour aider le peuple malien est de chasser le colon français du Mali. Mon colonel, prenez vos responsabilités en main et dites à la France que vous avez chassé son sous-préfet du Mali. Et il est temps qu'elle, la France, dégage du Mali. C'est la seule condition pour qu'il y ait la paix au Mali. Le reste, l'avenir nous dira. Merci beaucoup à M. Thiagué depuis Malabo du côté de la Guinée équatoriale. Bonjour, c'est Stéphane depuis Dapawan au nord du Togo. Je demande humblement au peuple malien de réserver un accueil digne de dictateur à la délégation de la CEDEAO ce matin. Merci à vous également Stéphane de Dapawan du côté du Togo. La CEDEAO est considérée depuis quelque temps comme un syndicat des chefs d'État et non une CEDEAO des peuples. Quand Alpha Condé Ouattara modifie la constitution dans un coup d'État constitutionnel, que fait la CEDEAO? Pour le cas de l'armée, lorsque Karim Keïta détourne les fonds alloués à l'armement, que voulez-vous qu'elle fasse? Voilà, Ahmed depuis le Togo. Merci à vous également Ahmed. Eh bien, Albert Anatola ici, je reviens avec vous jusqu'à preuve de contraire. Vous voyez donc il y a des internautes qui réagissent immédiatement. Pour certains, eh bien, la CEDEAO n'est qu'une copie conforme de la France, mais n'est pas là pour, en tout cas, défendre les intérêts des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Écoutez, tout à l'heure, je vous l'ai indiqué. Je veux indiquer, par exemple, que il y a deux personnages majeurs qui se dégagent, notamment et qui assument leur francophilité. Oui. Si vous voulez, il s'agit de Alpha Condé et bien évidemment Alassane Dramane Ouattara. Ces deux personnages ont quelque chose en commun. Ils ont modifié la constitution pour se représenter. Donc ils sont désormais sont donc inscrits dans la trajectoire des candidats anticonstitutionnels, donc forcément illégaux. Ceci étant, actuellement, ce qui fait office d'armée malienne n'a pas de choix. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils ont assumé cela dans leur prise de parole, notamment. Ils ont estimé qu'ils vont respecter les accords d'Alger, ils vont respecter les accords qui ont été signés par le Mali, notamment pour ce qui concerne le maintien sur place de la force Barkhane, le maintien sur place de la MINUSMA, le maintien sur place de Takuba, que j'ai indiqué tantôt, qui est un regroupement de forces spéciales de l'Union européenne. Donc, ils n'ont pas les moyens. Finalement, ils n'ont rien changé. Et non, actuellement, ils ne peuvent que faire contre mauvaise fortune, bon cœur, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas de choix. Pourquoi avoir donc fait un coup d'État si un temps se peut, vous n'avez pas les armes pour changer entièrement et totalement les choses? Bon, je crois que c'est la question qu'il faudrait peut-être poser aux initiateurs de cette mutinerie. Oui. Mais je conteste quand même que la base Kati est
est coutumier justement des coups d'État du côté Mali. Et ça dit, c'est de là où sont partis, où est parti le premier coup d'État de 1962, 68, je crois, 68, jusqu'au dernier coup d'État d'avant-hier, le 18 août dernier. Donc, je crois que c'est un véritable laboratoire de planification de coups d'État du côté, n'est-ce pas, du Mali. Je pense que il y a eu comme une sorte de récupération, quelqu'un l'a indiqué hier, qu'il y a eu comme une sorte de récupération, de révolution entre guillemets du peuple malien par l'armée qui a parachevé, n'est-ce pas, c'est là. Donc je pense qu'il est important et impératif que ceux qui ont pris la responsabilité de porter, n'est-ce pas, ces mutineries-là, et qui pour la plupart ont été formés à l'école militaire, à l'école russe, et qui sont certainement bien capés, notamment, je parle ici d'Assimi Goïta, bon, eh bien, qui prennent leurs responsabilités, mais surtout, qui veillent à ce qu'on n'ait plus des milices ou des vigiles qui font office de soldats sur le terrain. C'est ridicule, je dis bien, c'est ridicule pour un pays qui se dit indépendant et souverain. Malheureusement, c'est toujours, on a beau dire que la France doit partir, oui, il faut bien que la France parte, et qu'on revoie véritablement les accords de partenariat ou de coopération avec la France, pourquoi même pas peut-être carrément les dénoncer, les résilier. Mais tout qu'on fait, l'arrêté est tout autre, sont les soldats de l'opération Barkhane qui forment sur le terrain ceux qui font office, n'est-ce pas, de soldats maliens. Justement, quand on parle de la base de Kati, tous les jours on en parle depuis les années 1968, c'est toujours de là que partent toujours les coups d'État du côté du Mali. En tout cas, je vais revenir avec vous, hein, patient Pafénon un peu essoufflé, il est quand même arrivé. Il pleut très fort dans la ville, hein, depuis ce matin. Chers téléspectateurs, vous devez comprendre que pour avoir nos invités, ça va pas être facile. Pas facile du tout, parce qu'ils viennent sous la pluie. D'ailleurs, c'est avec beaucoup de courage d'ailleurs que Patient Pafénon met là ce matin. Patient Pafénon, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour Anatole, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. C'est vrai, il pleut des cordes dans la ville de Douala. Oui. Même avec ma voiture, ce fut pas évident. Mais bon, nous sommes habitués, nous sommes nés là-dedans, nous sommes nés sous les tropiques, sur cette forêt équatoriale avec sa pluviométrie un peu élevée, donc c'est le mois d'août en plus, donc c'est tout à fait normal que nous puissions subir ce que nous avons subi. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul là, hein. Albert Anatole ici a dû braver la pluie. Non mais je le vois, elle est toujours fringant, c'est le dandy de ce plateau, décidément. Bon, lui il n'est pas comme nous, hein. Moi je suis mouillé partout, mais bon, on n'a pas le choix en plus de ça. Bon, très heureux de vous avoir sur notre plateau d'ailleurs ce matin. On parlait bien sûr du Mali, mais bien sûr il y a également certains Maliens qui ont fait d'ailleurs une vidéo pour faire comprendre qu'ils vont descendre ce matin du côté de l'aéroport Modibo Keïta du Mali, aéroport international, pour dire non justement à la descente de la CEDEAO. Autre chose également, nous faisons comprendre également les décisions qui ont été prises par le ministère ivoirien de l'économie et des finances, il faut le dire, un embargo extraordinaire d'ailleurs contre le Mali, plus de relations diplomatiques entre les deux pays. Il y a des décisions un peu plus dures qui ont été prises justement par la Côte d'Ivoire. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Quelle est votre réaction? D'abord, je dirais comme vulgairement les jeunes dans nos quartiers, dans un français qui n'est pas tout le temps châtié, aiment à dire, Monsieur Ouattara, c'est son souvent. C'est incroyable, cette manière de jouer les négociateurs pour régler une crise. Vous vous souvenez déjà, lors de la crise ivoirienne, d'une des résolutions assez incompréhensibles qui avait été prise sous l'instigation de M. Nicolas Sarkozy et son complice Ouattara, c'était justement un embargo sur les médicaments. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait validé cette décision. C'est quelque chose qui... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, les pauvres Maliens, admettons même, qui adorent Ouattara et qui adorent Ibeka, ils vont subir la même sanction que ceux qui demandent son départ. C'est-à-dire quoi? Imaginez, vous, qui est gens là actuellement au Mali qui souffrent par exemple d'insuffisance rénale. Les kits sont peut-être complètement terminés, en rupture. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la mort programmée. Je prends un exemple simple comme ça. Parce que ici dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, n'oubliez quand même pas qu'un grand écrivain, j'ai nommé Mongo Betty, est mort dans un hôpital de Douala, l'hôpital général pour ne pas le citer, parce qu'il y avait rupture de kits.
n'est-ce pas, pour qu'il puisse faire comment on dit ça, l'hémodialyse, quoi. Peut-être d'ailleurs si ça tombe, hein, j'étais sur sa tombe ce vendredi. Donc quand des gens comme ça, comme le Ouattara, prennent de telles décisions, on se pose bien la question, mais qu'est-ce qui se passe, premièrement? Moi, enterré dans l'anonymat, c'est Mongo Betty. C'est un grand reste un grand. Même s'il est enterré au désert, c'est pas ça le plus important. Alors, ce que je comprends pas, c'est que M. Ouattara, principalement lui, parce que j'ai l'impression que c'est le va-t-en-guerre dans cette histoire. Alors qu'on voit les positions, par exemple, du Nigeria, et j'ai suivi, j'ai écouté, j'ai lu le tweet de Macky Sall hier, qui semble être un peu modéré, qui arrondissent les angles, qui disent attention, il faut quand même pas qu'on prenne des décisions qui vont complètement déstructurer la société malienne, parce que les biens élémentaires ne seront plus à la disposition de tous les citoyens. Mais Ouattara, il est sur une ligne ferme, une ligne radicale. Il suffit de lire ça pour comprendre que, quelque part, il y a des gens qui sont gênés par ce coup de force, n'est-ce pas, des militaires maliens qui n'ont fait que parachever une contestation violente du peuple malien, ou bien une bonne partie, une bonne frange du peuple malien qui ne voulait plus de... IBK, Ibrahim Boubacar Keïta. Du gouvernement d'IBK. Donc, je pense sincèrement que M. Ouattara n'est pas du tout dans son rôle. Et je pense que, comme le disait d'ailleurs à fort propos, l'un des opposants maliens, Omar Mariko, il attend de pied ferme. À Bamako, ils attendent de pied ferme. Ils vont voir comment cette délégation de la CEDEAO viendra leur expliquer l'inexplicable. Je pense qu'au lieu de foncer dans une surenchère du point de vue politique, il est grand temps qu'on procède plutôt à des négociations. Il faut négocier avec ce groupe militaire qui a pris le pouvoir. Mais pour ce que j'ai vu, n'est-ce pas, du calendrier qu'ils ont déroulé, je ne dis pas qu'ils sont les saints. Vous savez, on ne faut jamais mettre la main au feu pour qui que ce soit dans cette zone-là. On vous souvenez du balayeur le président Gueye en Côte d'Ivoire qui dit « Je suis seulement venu pour balayer la maison. Après, moi, je vais partir. » Tellement il avait balayé la maison que les meubles et les couverts vraiment lui ont donné le goût de rester. Il a voulu rester, mais après, il a été balayé lui-même. Donc, si ces militaires-là respectent leurs mots. Mais j'ai pu comprendre que c'est des gens vraiment très très structurés, ils ont été bien conseillés. Si vous voyez même, j'allais dire l'agencement de ce coup d'État, on a d'abord demandé au président IBK de dissoudre l'Assemblée avant de démissionner tout seul. Quand les gens nous demandent maintenant un retour à l'ordre constitutionnel, mais quel ordre constitutionnel? Quel ordre constitutionnel? Donc je pense plutôt qu'il faut qu'on penche vers une négociation. Je ne veux pas savoir pour l'instant qui manipule qui, mais ce qui est sûr, c'est qu'une bonne frange de la population malienne est complètement en accord avec ce qui s'est passé à Bamako. Et il faut plutôt aller dans le sens de la négociation, demander qu'il y ait une période transitoire, qu'il y ait un gouvernement de transition composé, comme ils l'ont si bien dit, des militaires, des politiques, la société civile, etc. Et que pendant cette période de transition, qu'on essaie de mettre sur place de nouvelles institutions qui vont préparer les élections à venir pour que le Mali puisse décoller. Alors, tous ceux qui crient, qui braillent, comme c'est le cas de M. Ouattara, mais où étaient-ils? Ou bien, où sont-ils depuis que le Mali a feu à sang au nord du Mali? Où sont les troupes ivoiriennes qui sont allées combattre aux côtés de leurs frères maliens pour bloquer le djihadisme? En renforçant ces sanctions qu'ils semblent prendre, on va plutôt précipiter l'écroulement total de l'État malien, et ils vont ouvrir un boulevard, n'est-ce pas, à une poussée djihadiste qui ne va pas dire son nom. Attention, ces djihadistes ne s'arrêteront jamais à Bamako. Pas seulement à Bamako, mais également en Côte d'Ivoire. C'est également ça le grand danger. Il faut qu'ils fassent très attention parce qu'ils sont en train de jouer avec le feu, avec cette histoire-là. Je pense qu'il est grand temps que ceux qui réfléchissent, comme j'ai pu voir le président Macky Sall, lui qui est d'ailleurs aussi un libéral, mais pas un moins va-t-en-guerre, on l'a vu en Gambie, dit que, attention, là, on est quand même en train de jouer avec quelque chose de plus costaud qui risque d'avoir des conséquences qui vont complètement déborder le cadre uniquement du périmètre malien. Justement, il ne faut pas également oublier que la junte s'est entretenue avec les partis proches, les partis politiques proches d'Ibrahim Boubacar Keïta. L'opposition attend également son tour. La même junte, il faut le dire également, s'est entretenue avec, il faut le dire également, la société civile malienne. Et puis le M5 RFP se dit prêt à travailler justement avec la junte pour une transition républicaine. Jusque-là, on peut dire quand même que les choses se passent super bien. Mais moi, je vais vous poser une question, hein, Patient Parfum d'Homme, vous qui suivez d'ailleurs l'actualité du Mali depuis de longues années aujourd'hui. Où était la force Barkhane, la MINUSMA et tous les autres
avant justement, pendant, disons-le comme ça, pendant justement la prise de pouvoir par la junte militaire? Non, ce qu'il faut comprendre, Steve, c'est ce que nous disons sur ce plateau depuis de longs mois. Les Africains en ont marre. Les Africains en ont marre de la présence récurrente des forces étrangères sur leur sol. Parce que ces forces étrangères, doublées au fait que nous n'avons pas une souveraineté entière sur l'ensemble de notre politique et de notre économie, creusent, c'est-à-dire qu'empêchent et créent des goulots d'étranglement, mais surtout des boulets pour ces gouvernements et ces peuples de telle manière qu'ils ne voient aucune possibilité pour eux de pouvoir décoller. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez très bien ce qui se passe. Vous savez quel est le premier produit d'exportation de Mali aujourd'hui? Allez-y, vous allez me le dire. C'est l'or. Il y a 50 espaces d'exploitation d'or. L'once d'or est monté à des niveaux records actuellement. Le Mali, le Burkina Faso aussi, produisent à peu près, le Mali produit à peu près 50 tonnes d'or. Mais avant, une société sud-africaine était arrivée au Mali et avait dit au Mali, mais vous êtes encore dans une exploitation qui ne vous permet pas de décoller suffisamment. Moi, je peux vous aider à passer à 200 tonnes d'or par an. Et avec 200 tonnes d'or vendues sur le marché mondial, avec le prix de l'or actuellement que nous avons là, le Mali peut régler beaucoup de ces problèmes. Alors, l'une des bagarres qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a des minéraux là, au sous-sol. C'est pour cela qu'on a fait l'enclave de Kidal, pour être une espèce d'abcès de fixation. On dit à l'État malien, écoute, c'est le mouchoir rouge qu'on agite. Si tu ne négocies pas pour que tout ce qui est en bas là nous revienne, voilà ce qui risque d'arriver, c'est la partition de ton pays. Donc, au-delà de tout le brouhaha que vous entendez, des histoires on dit on va fermer toutes les banques, il n'y aura plus de transactions financières. La question c'est, tout ce que le Mali regorge comme richesse, oui, ça va profiter à qui finalement? Je vous avais dit sur ce plateau que bien avant qu'il y ait l'intrusion des Touaregs au nord du Mali, les forces américaines qu'on appelle les Diaz étaient déjà présentes au Mali, dans le désert malien. Ils faisaient quoi là-bas? Que faisaient-ils là-bas? Donc c'est une zone, et c'est sur le gâteau, la question de ce désert, qui regorge d'un potentiel énorme à l'eau douce. Vous savez que les batailles qui viendront plus tard, ça va être les batailles pour le contrôle des zones qui ont de l'eau douce. Attention, qui semble quelque chose de banal pour l'instant. Aujourd'hui. Je vois les gens qui construisent par exemple des maisons, des immeubles à Douala. Ils ont de l'eau à profusion, qui ne savent pas quoi en faire, ils mettent un tuyau, et puis l'eau là c'est, n'est-ce pas? C'est donc qui a pris des centaines, voire des millénaires pour pouvoir s'accumuler là-bas au sous-sol. Mais le vendage, il bousille comme ça. Alors, les autorités communales sont là. Je ne sais pas si... Regarde sans rien faire. C'est terrible. Alors que cette eau-là... Il pourrait avoir une guerre de l'eau dans les années à venir. On pourrait l'exploiter à bon escient pour faire des tas de choses. Sans oublier qu'on a des quartiers de Douala qui continuent d'être ravitaillés avec des conteneurs de Cambodia, ce qui est quand même aberrant. Quand c'est pas de l'eau de pluie. Quand c'est pas l'eau de pluie. Merci Anatole. Donc, je dis qu'au-delà de tout ce que ces gens-là veulent nous montrer, ils veulent nous agiter, il y a cette question. La deuxième question, c'est leur politique interne. Pourquoi Ouattara s'agite tant? Si le coup d'État au Mali réussit, il y a une contestation chez lui pour son troisième mandat, une partie de son armée peut être tentée de regarder l'exemple qui est venu chez le voisin. Justement. Et reproduire le même scénario chez lui. Donc il faut absolument, il faut tétaniser les gens qui ont cette envie, mais surtout il faut détruire, il faut bousiller dans l'œuf cette révolution militaro-populaire, parce qu'elle risque de faire des enfants ailleurs, et ça, pour M. Ouattara, ce n'est pas une perspective de tout louable. N'oubliez pas que M. Ouattara et M. Macron ont fait un forcing avec leur écho, qui ne semble pas prendre, parce que le Nigeria, le Ghana, mais aussi le pays comme, par exemple, comme le Bénin. Le Togo, le Bénin n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Or, si le Ouattara ne prend pas, qui sera la principale victime de cette affaire-là? C'est la France. Et vous avez écouté les gars au niveau de l'Afrique centrale qui disent, bon, ok, nous allons nous arrimer à l'écho qui sera mis en place au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Si donc là-bas, l'Afrique de l'Ouest, cet écho ne prend pas, l'Afrique centrale aura un grand boulevard, je l'espère, pour faire sa voir ailleurs. Oui. Et pour la France, quand on met de bout en bout l'ensemble de ce puzzle, vous vous rendez compte que l'homme qui a le plus intérêt à faire plier les Chines à ce pouvoir militaire au Mali, c'est Alassane Ouattara. Non, Paris. Paris. Donc Alassane Ouattara ne joue que le petit pitbull de service
qui a pour mission de bousiller les mollets de tous ceux qui veulent avancer. Donc voilà en réalité le schéma. Quand on dit très bien ce qui se passe au Mali, ce qu'on peut comprendre. Je continue de dire, nous avons vu quand les troupes, les djihadistes ont envahi le Mali. Il a fallu que ce soit les troupes tchadiennes, que le président Déby aille à Abidjan et ils disent aux gens, arrêtez avec la parole, les discours ne peuvent en finir. Les états-majors qui se réunissent, il n'y a rien sur le terrain. Allons sur le terrain pour combattre ces djihadistes. Où était M. Ouattara et son armée? Nulle part. Vous avez entendu qu'il y avait un seul soldat ivoirien qui était au nord du Mali pour combattre les djihadistes? Maintenant que ça prend des proportions assez délicates et qu'ils ont l'impression que leur petit truc qu'ils ont concocté dans le noir, dans leur petite soupe, dans leur petit coin de la France-Afrique est en train d'être un peu en difficulté, on nous sort toutes les théories, la légalité, la restauration de comment vous appelez ça? L'ordre constitutionnel. Ouais, l'ordre constitutionnel, toutes des bêtises comme ça qui ne veulent absolument rien dire en temps de crise. Il faut que le peuple malien, conscient de sa quête de souveraineté, reste ferme sur sa décision et n'obéissent pas du tout, n'est-ce pas, à ces injonctions de la CEDEAO qui les a abandonnés seuls face au terrorisme, face à l'insécurité. Et cela est valable pour le Mali comme on le voit aussi pour le Burkina aujourd'hui, oui, où les attaques ne sont pas seulement concentrées dans les zones de cet embryon, mais aussi pratiquement dans le sud de leur pays. Donc vraiment, pour une fois, je dis, en politique, il ne faut jamais boire le cadet de quelqu'un, comme on dit. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un curseur qui s'est déplacé quelque part. Il faut qu'on regarde, qu'on soit attentif. On regarde très bien ce qui se passe, mais il est prématuré de jeter la pierre à qui que ce soit, sous le fallacieux prétexte que des gens se sont réunis au niveau de la CEDEAO et ont pris certaines décisions pour ramener le prétendu ordre constitutionnel à la réalité qui n'existe pas. Vous savez, le pouvoir, je vais chuter par là, a quelque chose d'exceptionnel. Oui. Le pouvoir, on le perd avant même de ne plus être là. Quand on regarde sérieusement ce qui se passe au Mali, le président Ibeka n'a plus la légitimité qu'il faut pour diriger le Mali. Merci à vous, patient parfait. Merci d'être là d'ailleurs ce matin. Franco Adaï, je vais lire quelques messages sur Facebook. La CEDEAO est un instrument qu'utilise la France pour maintenir les dictateurs à la tête des pays francophones. Abat la CEDEAO, abat la France, nous dit d'ailleurs Franco Adaï qui revient, qui nous dit les terroristes c'est la France, le terroriste c'est la France, le départ de la France sera le départ des terroriste. Ikoum Patrick, grand fan d'ailleurs d'NBS ce matin, à qui nous disons bonjour, déclare « Ado est un homme cynique. Il avait imposé ses embargos en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il a voulu déshabiller le grand Gbagbo, c'est un homme sans cœur, sorti des loges Illuminati, où les déshumanise. Surtout, il craint pour son pouvoir, car les Ivoiriens pourraient copier l'exemple. » Donc, il déclare également la même chose que vous dites d'ailleurs ce matin, Ibrahim Mouma, Ibouraïma, Doumbia, Ibouraïmou, voilà, Doumbia. Bonjour, bonsoir. Je vous dis également bonjour à vous qui êtes de ce côté-là. Nous, on s'en fout de la CEDEAO. Bien, c'est quand on nous dit de ce côté-là, bon, on va pas toujours dire ces choses haut et fort. Nous ne sommes pas là pour créer une quelconque polémique. Du côté du WhatsApp, félicitations Maliens, c'est ça, devenir homme, ne céder pas à ces dictateurs en blouse de démocrates. Bonjour à tous sur le plateau. La personne nous écrit depuis le Togo. Bonjour Dibier, je suis très fier de vous. Merci pour vos efforts sans cesse renouvelés. L'Afrique doit se réveiller car jusqu'ici, ses dirigeants la font dormir. Fakoli a raison de dire que la politique France-Africa, c'est du blaguer tué. La personne également ne nous a pas donné son numéro de téléphone. Bonjour Steve Ngos et l'homme au 3A qui a bravé cette pluie diluvienne. Big up aux techniciens qui abattent un excellent boulot. Je mets les pieds dans le plat pour dire que les chefs d'État de la CEDEAO ne sont que des pantins de l'impérialisme occidental. D'ailleurs, ils auraient reçu des injonctions de leur patron qui est à Paris de faire tout pour que le président Ibeka reprenne ses fonctions. Et la CEDEAO qui avait déjà fermé les frontières au Mali, veut aller au Mali pour imposer au peuple souverain de revenir à sa décision. Quelle honte pour les chefs d'État de la CEDEAO, mais je donne tout mon soutien panafricain au peuple souverain malien, dans sa majorité, de ne pas
se laisser distraire par ces pantins de la CEDEAO. Qu'ils acceptent l'embargo, c'est pour une bonne cause qui va donner la souveraineté du Mali. Ce sacrifice en vaut la peine. Honte, honte et honte à la CEDEAO, piloté par Goodluck Jonathan. Courage, courage, courage au peuple souverain malien. Restez vigilants, tous les panafricains sont derrière vous. Thompson errant depuis Bédi, ici à Douala. Merci également à vous, monsieur Thompson. Bonjour DBS, que Dieu vous bénisse. C'est la honte pour la CEDEAO. Les peuples l'ont vomi. Tiedré, Djanta depuis le Togo. Guerre et déstabilisation égale richesse du sous-sol. Gadji depuis Mbé. Merci également à vous. Bonjour, prestigieux plateau de DBS Matin. Très bon thème. Je suis très révolté pour la CEDEAO et en particulier pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara devrait faire preuve d'humilité et éviter même de prendre parole sur la scène internationale et particulièrement en Afrique. Nous sommes très fâchés de Alassane Dramane Ouattara avec son vaudou des hiboux. Non, on n'est pas là pour les insultes. Où est notre cher Kadhafi? Où est Laurent Gbagbo avec cette CEDEAO et la coque vide de l'Union africaine? Ces ONG ont trahi l'Afrique. Très bonne émission à tous. Je suis Antoine de Marie à Obida, à Yaoundé, en Colbison. Soyez bénis également, vous qui êtes de ce côté de Colbison. Félicitations à Monsieur Parfait pour son analyse. Ben, la personne n'a pas laissé le nom, mais elle nous écrit depuis le Togo. Ben, le Togo qui a toujours besoin qu'on trouve un sujet. Il faut trouver un sujet. Il faut trouver un sujet. Sur le Togo. Bonjour tout le panel, courage à vous. Pourquoi toujours la CEDEAO vient toujours au dernier moment? Monsieur Parfait, s'il vous plaît, expliquez-nous cela. Koumou Papin depuis Togo. Pourquoi la CEDEAO vient toujours en dernière position quand tout est déjà gâté? C'est ce que Koumou vous pose comme question à vous, Parfait. Bonjour à DBS Matin. Le Mali n'a pas d'armée. Pour un grand pays comme le Mali, c'est inadmissible d'avoir une armée réduite d'hommes. Il faut un recrutement massif des jeunes volontaires et les doter du matériel de guerre. Olivier Mboko depuis Lomé au Togo. Merci à vous également, Olivier. Bonjour les panélistes. D'après moi, la CEDEAO est un syndicat des chefs d'État qui se concertent pour défendre leurs intérêts égoïstes au détriment du peuple. Ces soi-disant syndicats est un instrument de l'impérialisme français qui a pour seul but l'exploitation de l'Afrique. C'est Mohamedou qui nous écrit depuis Garoua au Cameroun. Messieurs, vous avez suivi les uns les autres. Vous voulez répondre déjà à monsieur Koumou qui vous parle depuis le Togo? Non, il pose la question, justement, de savoir pourquoi la CEDEAO toujours tard. D'abord, il faut rassurer nos téléspectateurs de côté de Lomé et de tout le Togo d'ailleurs. On va trouver, ce n'est pas des thèmes qui manquent pour le Togo. Non, il n'y a pas de thème. L'actualité va nous donner raison. Va nous offrir l'opportunité de s'intéresser au cas togolais, qui est un cas qui nous tient à cœur. N'oubliez pas que le Togo, c'est le petit frère du Cameroun. C'est les deux qui ont quand même connu la même colonisation allemande. Nous avons la même histoire. Une partie du Togo, ça il faut le dire, a été charcutée et a été remis au Ghana. Voilà. Et le Ghana aussi, pratiquement le même problème que nous avons, mais pas avec le même ordre d'intensité. Donc je pense que pour le Togo, nous allons revenir. Alors pour la CEDEAO, il a parfaitement raison. C'est pas la première fois. La CEDEAO se comporte depuis un certain temps, et je ne comprends pas très bien, comme une organisation qui n'est pas dans la perspective, comme l'a dit Anatole ici. Donc qui est capable, n'est-ce pas, de prévoir des situations qui risquent d'être dérangeantes pour la stabilité de son espace. La CEDEAO vient en sapeur-pompier quand on est déjà mort. Quand la mort a déjà été consommée. Il faut que la CEDEAO soit aussi dans le règlement des litiges en amont. Proactive? Oui, en amont. Il ne faut pas seulement qu'elle vienne en aval quand il n'y a plus grand-chose à faire pour essayer de... Par exemple, le meilleur exemple pour la CEDEAO, oui, c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est la Côte d'Ivoire, c'est de faire pression sur le président Ouattara pour qu'il n'aille pas vers ce forcing pour son troisième mandat. Mais, visiblement, personne ne dit rien. Et Ouattara ira peut-être vers ce forcing. Et s'il y a des dégâts demain, c'est sûrement que vous verrez la CEDEAO venir en grande pompe dire non, il faut rétablir l'ordre constitutionnel, alors que le verre commence à être enfoncé dans le flux et ils voient. Et ils ne font rien. Pour dire, j'aurais aimé avoir une CEDEAO qui a en son sein des espèces de règles, ce que j'appelle les gentlemen agreements, qui disent quand même à leurs membres qu'il y a des choses, des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Est-ce que vous savez que, par exemple, pour un pays comme, j'allais dire, la France, sur le plan constitutionnel, il n'y a pas un article de loi qui dit qu'il ne faut pas faire un troisième mandat. Mais eux-mêmes, en tête, une espèce de gentleman agreement savent que quand tu as fait tes deux mandats,
c'est terminé, il faut dégager, donner la possibilité à quelqu'un d'autre. La CEDEAO doit aller vers ce type de modus operandi, mais là sur le plan formel, parce que si chez nous les gens sont quand même, ils ont la boulimie de pouvoir, pour dire à leurs gens que tant que vous allez respecter l'ordre constitutionnel, tant que vous allez essayer d'avoir ce qu'on appelle un consensus républicain pour gérer les tensions qu'il peut avoir sur le plan politique et économique au sein de votre nation, je crois qu'on va éviter les cas comme le cas malien. Mais chaque fois que quelqu'un va arriver au pouvoir et qu'il ira prendre des ordres à Paris et qu'il ira pleurer « Je suis Charlie » à Paris, on a vu le président Ibeka pleurer c'était à chaud de larmes. L'un des moments de honte les plus vraiment, je ne sais pas, de ma vie. Ce que j'avais vu ce jour, je ne sais plus quoi dire. Alors, quand la CEDEAO va continuer de se complaire de telles pratiques avilissantes et déshonorantes pour les Africains que nous sommes, je pense qu'elle sera toujours tout le temps en train de courir après le vent. Elle aura cette attitude de fuite en avant permanente. C'est le cas du Togo. Au Togo aussi, on va revenir avec M. Faure Yadema. Ce pouvoir dynastique qui n'en finit pas. On a vu comment le régime togolais a réprimé violemment les contestations pacifiques. Hein? En parlant de parti de Tikpa Achadam avec le PNP qui avait lancé à un moment donné certaines marches pour contester, n'est-ce pas, le pouvoir togolais. Quand elle fait la CEDEAO, elle est plutôt venue, elle a embobiné les gens, justement avec des gens comme les Ouattara, finalement c'est le statu quo qui demeure. Jusqu'à la prochaine éruption au Togo, qui va peut-être créer encore des centaines de morts. Et je dis que si c'est comme ça que nos dirigeants veulent gérer l'Afrique, je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Il faut des gentlemen agreements au sein de la CEDEAO pour dire à leurs membres, attention, il faut qu'on sache passer la main, il faut qu'on construise une Afrique avec des consensus républicains qui ne sont attaquables par personne, par aucun des acteurs, parce que selon le fruit d'une concertation large de l'ensemble de la classe politique de notre pays. On va également faire nos hommages, en tout cas, à Idem Kodio. Ah. Oui, on va faire nos hommages à Idem Kodio. Et je profite pour saluer le Premier ministre, l'ancien Premier ministre togolais, Joseph Kofigo, avec qui j'avais la chance de partager un forum de côté de Bénin à Cotonou. C'était un excellent poète. Je pense que de temps en temps, il faut le dire. C'est quelqu'un qui adore, qui aime profondément l'Afrique. Et je lui dis bonjour en ce jour, monsieur le Premier ministre. Edem Kodio, qui sera accompagné, sa marche vers sa dernière demeure a commencé depuis hier. On va d'ailleurs s'incliner devant sa mémoire, parce que sa dernière marche a commencé. Il sera justement... C'est lui un très grand panafricain, un grand égyptologue. Un grand égyptologue. Il a beaucoup travaillé justement dans le cadre du panafricanisme, mais bon. Mort le 11 avril dernier, qui sera justement et sera inhumé demain. Donc tous nos hommages au peuple togolais et justement à la famille de l'illustre disparu. Albert Anatola, ici pendant 70 jours, les Maliens étaient dans la rue. On n'a pas entendu parler de la CEDEAO. Même résoudre ce problème, à un moment donné, on a eu l'impression que le problème les a dépassés. Aujourd'hui, on prend des décisions les plus dures contre un pays comme celui-là. Mais écoutez, tout à l'heure, je l'ai évoqué, je n'étais cela, que nous sommes dans une danse d'hypocrisie, si vous voulez. Oui. Nous sommes en pleine hypocrisie, c'est tout. Et puis ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre que pour la plupart, notamment la Côte d'Ivoire, le Niger, leurs salaires sont payés par le président français. Donc c'est tout à fait normal qu'ils puissent justement tenir le même discours que Macron a tenu, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, dans leur compréhension... Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore les propos de Macron après que Alassane Dramane Ouattara ait dit des choses. Anatole, une seconde. Oui. Je pense que la France est un peu plus mesurée. Comme ils ont l'art d'avoir plusieurs fers au feu, ils se disent, attention, on va pas aller trop loin, en train de voir la direction que le vent prendra en définitive. Donc, il faut être mesuré. Non, disons que Macron a pris la parole lors de la rencontre entre... le couple Allemagne-France. Donc, surtout lorsqu'il fallait se prononcer sur le cas du Russe qui est comme soupçon d'empoisonnement. Oui. Il a déclaré qu'il était prêt à justement à recevoir ces Russes pour une prise en charge médicale appropriée en France. Dans la foulée, justement, il a embrayé sur l'actualité malienne. C'est là il a fait cette déclaration. Que moi, je parle de la déclaration avec Alassane Dramane Ouattara qui a pris l'initiative de prendre un autre mandat. On attend toujours. Mais non, il faut... maintenant, la question fondamentale, c'est qu'après le push, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite? Bon, hier, j'ai entendu dire que, notamment, c'est la junte, notamment à partir de son porte-parole, monsieur, comment il s'appelle, Ismaël Ouagé, qui dit qu'il y aura
un président de transition qui pourra être un militaire ou un civil. Il y a encore ambiguïté. Pourquoi est-ce qu'il doit être militaire? Il doit être un civil. Pourtant, jusqu'à preuve de contraire, c'est Assimi Goïta qui est l'homme fort pour l'instant. Il est porte-parole, ça veut dire... Puisque le colonel Diao s'est mis à l'écart. Si l'autre n'est que porte-parole, ça veut dire qu'il prend on lui donne les éléments de langage, c'est le patron qui donne les éléments de langage, et puis, voilà. Donc moi, je pense que ce qui est important, à mon sens, il y a deux choses qui sont prioritaires. Avant de répondre à votre question, c'est quoi la sécurité du Mali? La sécurité du Mali implique, comme je l'ai dit tantôt, avoir une armée. Le Mali n'en a pas. Et de ce point de vue, IBK a fait preuve d'incompétence. Je ne parle pas de l'incompétence qu'on attribuait il y a 8 ans à Amadou Toumani Touré. Mais je crois, là, il a quand même fait preuve d'incompétence. J'ai même envie de dire indolence. Vous ne pouvez pas être un chef d'État, mais vous n'avez pas une armée, vous n'engagez pas des réformes au sein de votre armée pour régler les questions d'ordre sécuritaire. Vous ne pouvez pas diriger un pays qui est occupé à 60% par une part des armées étrangères et dont le sous-sol est exploité par des civils entreuillis. Vous ne pouvez pas diriger un pays qui est balkanisé, c'est-à-dire d'un côté vous avez des bandes armées et les djihadistes qui disent leur loi. Non, ça devient très compliqué. Comment et parler des politiques de développement. Or, lorsque vous parlez de développement, cela implique d'abord la prise en main de la sécurité, de votre équité, de votre protection territoriale. Maintenant, la CEDEAO, écoutez, est-ce que la CEDEAO a une ligne conductrice? Je ne pense pas. Parce que pourquoi un organisme ou une organisation fonctionne bien, il doit avoir une ligne conductrice. Quand vous regardez l'Union européenne, ils ont une ligne conductrice. Quand vous voyez l'OTAN, ils ont une ligne conductrice. Est-ce que l'Union africaine a une ligne conductrice? Je ne pense pas. Déjà, une organisation qui est financée par d'autres fonds et que de non de cotisation de ses membres, ça ne peut pas avoir une ligne conductrice cohérente. C'est la même chose avec, n'est-ce pas, la CEDEAO, qui n'a pas une ligne conductrice, c'est-à-dire une idéologie, une philosophie. Résultat de course, c'est la cacophonie, notamment au niveau de la prise de décision, au niveau de la gestion des dossiers de la sous-région. Tout à l'heure, je vous indiquais, avant l'arrivée du grand fête d'homme sur ce plateau, que la CEDEAO aurait dû anticiper, c'est-à-dire non pas faire pression sur le peuple ivoirien, sur le peuple malien, qui est souverain, mais faire pression sur le mandataire du peuple malien qui est le président IBK, notamment pour ce qui concerne les questions de gouvernance, des questions sécuritaires, des questions liées au contentieux post-électoral, notamment l'élection présidentielle et la dernière élection législative qui a eu également en recette des contentieux. Donc je pense que, et ensuite, IBK n'a pas... Tout à l'heure, j'ai parlé d'absence de proactivité, justement parce qu'il fallait qu'au moment où la contestation a commencé, du moins, la contestation n'est pas née ex nihilo, non. Ça a commencé quelque part. Ça a commencé quelque part, ça veut dire qu'il aurait dû véritablement tendre l'oreille pour écouter la voix du peuple. Il n'a pas voulu écouter la voix du peuple. Il a plus écouté la voix de la France, parce que, pensant qu'il va justement jouer... il va jouer avec, comme nous disons prosaïquement chez nous au Cameroun, il va jouer avec notre cerveau. Donc, il a voulu jouer justement avec le cerveau, n'est-ce pas, des manières pour jouer dans le temps. Malheureusement, le temps ne lui a pas donné raison. Merci à vous, Abdel Anatola, ici. Merci, enfin, d'avoir besoin de dire quelque chose, parce que je voulais prendre les réactions des uns et des autres. Une seconde, s'il vous plaît. L'indigence, j'en appelle à l'indigence de deux téléspectateurs. À qui nous disons merci. Anatole a fait un développement qui est bien, mais Anatole, il faut quand même voir c'est quoi le Mali. Sur le plan territorial. Oui. C'est énorme. C'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Ils ont une frontière avec l'Algérie, une frontière avec le Niger, une frontière avec le Burkina Faso, une frontière avec le Sénégal, une frontière avec la Côte d'Ivoire. C'est énorme, premièrement. Deuxièmement, sur le plan sécuritaire, je continue de dire, et c'est par là justement que j'indexe la CEDEAO. Les forces maliennes, à elles seules, depuis qu'il y a eu l'écroulement de la Libye de Kadhafi, étaient dans l'incapacité d'assurer, n'est-ce pas, la sécurité sur l'ensemble de les territoires. Il fallait justement que ce soit en ce moment que la CEDEAO soit proactive et crée une task force au sein de la CEDEAO pour venir en aide au Mali,
pour assurer la sécurité et endiguer, n'est-ce pas, cette déferlante djihadiste qui est partie justement de la Libye pour cette zone qui est considérée par les terroristes comme un no man's land. Et il ne faut pas non plus oublier que ce désert est un lieu de prédilection pour tous les trafics. Oui. Dans les trafics de cocaïne qui viennent d'Amérique du Sud. Vous vous souvenez de cet avion que c'était écrasé, avait fait le landing dans cet espace-là entre le Mali et le Niger. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez quand même, il y a encore quelques jours, qu'en Côte d'Ivoire, il y a une affaire, n'est-ce pas, d'un cartel, n'est-ce pas, de trafic de la cocaïne qui a été découvert à Abidjan, mais qui avait justement des ramifications jusqu'au Brésil. Jusqu'au Brésil, mais en passant par le Mali, le désert malien, pour atteindre l'Europe. Donc, je suis d'accord que le président Ibeka a fait preuve, j'allais dire, de mollesse, mais on peut se poser la question, avec quels moyens? C'est pour cela que j'ai interrogé la question de l'or, qui aurait pu être un palliatif du point de vue de rentrée de devises, s'il y avait une organisation bien structurée de cette exploitation de l'or, pour permettre au Mali de passer au moins à une production de 200 tonnes d'or. Avec 200 tonnes d'or, je peux vous assurer, avec le coût de l'or que nous avons aujourd'hui, j'ai oublié le prix de l'once d'or, vous pouvez vérifier, c'est incroyable. Le Mali aurait pu faire beaucoup de choses, sauf que, et c'est là où le bas blesse, les forces Barkhane, les forces, je ne sais pas, qui se trouvent au Mali, eux-mêmes, ils prouvent de par leur inefficacité à pouvoir contrer suffisamment ces djihadistes. Mais, au même moment, je peux vous le dire, parmi ces militaires, il n'y a pas que des gens qui connaissent le métier des armes, il y a des ingénieurs en ceci, en cela. Ils sortent de sous-sol malien, et en fonction des résultats qu'ils sortent de sous-sol malien, ils orientent des politiques. Monsieur Le Drian, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, il était quoi avant? Ministre de la Défense, ou quelque chose fortuit. Donc, il faut indexer la CEDEAO, c'est elle qui est responsable de cet échec, de cette bérésina. C'était à elle de, justement, là je suis d'accord avec vous, qui n'ont pas de ligne directrice, d'avoir une vision globale de ce qu'ils veulent faire de leur sous-région, en se disant, attention, là nous avons un point noir qui risque d'avoir des problèmes. Que faisons-nous pour justement anticiper, pour que ces problèmes ne prennent pas l'envergure que nous voyons aujourd'hui? Oui, l'État malien est déficitaire, l'État malien a échoué, et ce que le peuple reproche justement à Ibeka, c'est de n'avoir pas pris au regard, n'est-ce pas, de tout l'ensemble de cette difficulté-là, des mesures idoines qu'il fallait prendre, quitte à se brouiller avec Paris, justement pour pouvoir avancer. Et pouvait d'ailleurs-il prendre cette décision puisqu'il travaille pour le compte de la France? Il a fait campagne dans les chars. On a vu faire campagne dans les chars français, c'était quand même quelque chose de biaise, ça. Messieurs, on va sortir de cette édition. Je voudrais quand même indiquer que lorsqu'on est chef d'État, lorsqu'on est chef d'État, on doit pouvoir engager des réformes de manière permanente. Pour renouveler la machine. Et je parle ici de la machine sécuritaire. Si Paul Biya avait attendu que le Nigeria, le Tchad ou bien les autres viennent nous secourir lorsqu'on nous sommes attaqués, on ne serait jamais arrivé à bout. Avant que Paris et les autres arrivent 2 années plus tard, Boko Haram aurait pris une partie du territoire camerounais. Merci beaucoup, Albert Natola. Karim Abdou nous dit que bonjour le panel. Les Maliens doivent refuser catégoriquement cette délégation de la CEDEAO qui n'est qu'un instrument de la France mise en place pour contrôler cette sous-région. Merci à vous. Fils d'Afrique, des mafieux qui organisent des règles au détriment des pauvres Africains. Big up à tonton parfait, c'est Lionel Ngongan, Letizi, Zadi, vous Didi, le peuple africain est debout. Maudit Koulibaly nous dit que nous les Maliens, on a peur de rien. La CEDEAO viendra nous trouver ici à pied ferme. Je vous rappelle qu'il y a une marche qui est prévue ce matin 7 h à l'aéroport international Modibo Keïta. Donc les Maliens sont en train de nous dire que eux, la CEDEAO va les trouver à l'aéroport ce matin. Je vous mets au parfum. J'ai envie d'applaudir. Gervino Mbanjouan dit bravo le pays des Malinké, bravo le pays de Soundiata Keïta. Mac Venus Noumbé, est-ce que le coup de force de la junte militaire ne peut servir à rien? Parfait. Bon. Peut ne servir à rien. Parfait. Mamadou Diaby, vive l'armée malienne, on est derrière vous. Du courage. Takara Ousmane, salut mes frères et sœurs. Non, là c'est les marabouts qui inondent d'ailleurs la toile encore ce matin. Aruna Thiam, on s'en fout de la CEDEAO, elle ne pourra rien nous faire. Tenez bon le peuple malien et sortons massivement pour soutenir nos militaires. Là encore, je vous donne encore ce qui se passe de ce côté-là.
CI Uni Soros GPS, Alassane Dramane Ouattara n'est pas un exemple car il piétine tout ce qui est droit de l'homme. Autrement, s'il tient vraiment à rétablir l'ordre des choses au Mali via la CEDEAO, pourquoi le même refuse de mettre en application la décision des droits de l'homme concernant l'affaire Soro et ses proches? Mamadou Fofana nous dit bonjour, Mavenus Noubert revient. Est-ce qu'on peut avoir peur que les mutins ne supportent pas la pression? Est-ce que ce coup de force soit voué à l'échec, monsieur Ndom? Il vous posait d'ailleurs la question. Hein. Bon, ils sont nombreux d'ailleurs qui nous écrivent. Je vais revenir avec vous dans un instant. Bon, dans un instant d'ailleurs, on va faire sortie de cette édition. Bonjour mes frères et sœurs panafricains, c'est toujours moi, Mambou, depuis Douala. En l'occurrence, à la pertinence de monsieur Albert Anatola ici, et celui de mon grand frère Patient Parfendom, que je salue également. S'il te plaît, Steve, pose-moi cette question à monsieur Anatola ici, à savoir quel est le rôle de l'armée malienne. Voilà, c'est sa question. Deuxième question, pourquoi cette armée-là ne défie pas les forces Barkhane qui pillent le Tombouctou, Gao, Kidal dans le septentrion? On l'a posé déjà cette question. Je pense qu'on en a parlé d'ailleurs ce matin. S'il vous plaît, j'aimerais que vous ayez de faire comprendre aux Africains et au monde entier ce que c'est que le Mali, s'il vous plaît. Faites juste un documentaire sur le Mali afin que tout le monde sache que c'est un géant aux ressources minières énormes. Je termine toujours en vous posant cette question. Barkhane, c'est quoi? Signé Mambou, le panafricain. Merci. Merci également à vous, Mambou. On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. La CEDEAO a échoué, qu'elle apprenne à être digne envers les populations. Ouattara, n'aie pas peur. Tu l'avais fait pour emprisonner Gbagbo. Ouvre les yeux, pour une fois. Conseil du peuple. Voilà, merci également à vous. Bonjour le plateau, c'est Esso du Togo. La CEDEAO n'est pas un avocat du peuple, mais plutôt celui d'un individu qui l'a trompé, qui a trompé son peuple. Nos chefs d'État n'ont plus la raison. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Merci également à vous, monsieur Esso. Merci mon grand frère Parfendom, vous êtes mon idole. Merci beaucoup mon grand frère Parfendom, vous êtes mon idole. C'est Koumou Papin depuis le Togo. Je vous le dis. Bonjour le plateau, est-ce que le cochon peut dire au mouton que sa cour est sale? Que certains présidents de la CEDEAO balaient d'abord leur propre cour, mais au nom des mannes de nos ancêtres, l'Afrique changera positivement. Philippe le Béninois, il nous appelle justement du Bénin. Bonjour DBS. Bonjour également à vous. Je reprends. Bonjour le plateau. Est-ce que le cochon... Non, on a lu d'ailleurs ce message tout à l'heure. Terminons. Bonjour DBS, on l'a dit. Le Mali est debout, bravo. La CEDEAO n'intervient que pour les intérêts occidentaux. Que les Africains continuent le combat. Il y en a tellement, hein, messieurs, vous avez tellement écrit ce matin. Bonjour le plateau, que Dieu vous bénisse, courage au peuple malien. Sachez que c'est en 2020 que vous obtenez votre indépendance, tenue bon, et que les menteurs, soi-disant les membres de la CEDEAO, ne viennent pas vous tromper comme ils ont fait au Togo. Paul, depuis le Togo, ils sont très nombreux les Togolais hein, qui nous écrivent d'ailleurs tous les matins. Bon, là, il y a quelqu'un qui m'a écrit en anglais. Ouattara should try to remove the rocks from his eyes before trying to remove the sawdust from Ibeka's eye. Drop their birds of a feeder. Merci également à vous, vous n'avez pas laissé le nom. Bonjour à vous sur le plateau, merci pour le petit déjeuner. S'il vous plaît, saluez-moi, Docteur Yamb. Il me manque beaucoup. Henri Blaise depuis Bonadibong. Voilà, docteur, vous êtes là ce matin. Malheureusement, avec la pluie, c'est pas aussi facile. Il était un peu souffrant, mais dès la semaine prochaine, il sera des nôtres, ne vous inquiétez pas. La CEDEAO est un instrument de Paris, c'est pourquoi je demande à tous les Africains de ne pas apporter du crédit à cette institution. Il continue d'ailleurs à écrire toujours, hein, messieurs. Le temps nous est imparti, je lirai vos messages très prochainement. Bonjour, je pense que le thème est bien choisi. Le Mali est en difficulté, ce n'est pas la CEDEAO seule qui doit régler le problème, c'est l'affaire de l'Afrique tout entière. L'Union africaine doit se réveiller. Malam Oumarou depuis Menganga. Merci à vous également qui nous écoutez depuis Menganga. La CEDEAO est une honte où elle était quand Kadhafi était tué, quand on tue les gens dans le nord du Nigeria, quand on viole la constitution, quand on tue les enfants au Togo. Kelly Kofi depuis le Togo. Merci à vous, hein, madame Kelly Kofi depuis le Togo. Je dédie cette prière aux Maliens. Je vous salue, Maliens plein de sagesse. L'armée est avec vous. Vous êtes bénis entre tous les pays de la sous-région. Et le colonel Assimi Goïta, le prix de vos entrailles, est béni. C'est Mali, père de Diko, priez pour nous pauvres. Peureux maintenant et à l'heure de notre alternance. Amen. Bon, les gars, n'avez pas écrit. Cette émission très intéressante. Trop, nous les Togolais, on a soif de l'alternance. Tiédré, on veut un débat. On veut un. Bon, on va. Vous n'allez pas le répéter tout le temps.
J'ai compris. On va vous donner le débat. Vous êtes très nombreux à nous écrire d'ailleurs ce matin. Hein. Laissez vos messages, je les lirai lundi matin. Patient Parvenhomme, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci pour cette invitation. Voilà. Et il continue à écrire. Ils sont nombreux d'ailleurs qui écrivent. Albert Nathalie ici, merci également. Je voudrais dire rapidement à cet internaute qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements au sein de l'armée malienne. Je ne sais pas moi qui le dit. C'est le colonel-major qui l'a indiqué. Non, c'est pas le colonel-major. C'est le colonel Assimi Goïta qui reconnaît qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans l'armée malienne et qui n'a pas connu de réformes, raison pour laquelle elle est pratiquement inopérationnelle. Merci en tout cas Albert Anatoula d'avoir été là ce matin. Merci à toute la technique, à la réalisation. Merci également à la direction de nous avoir accordé un peu quelques secondes. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous et surtout bon week-end. Au revoir.